Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans ce récit de livreurs qui ont vécu des expériences terrifiantes pendant leur tournée. Ce soir, nous allons explorer cette histoire véridique de personnes qui ont fait face à des situations mystérieuses, dangereuses et parfois surnaturelles alors qu'elles effectuaient simplement leur travail de livraison. Attachez vos ceintures, car ces récits vont vous faire frissonner et vous faire regarder différemment votre prochain livreur de pizza. J'avais signé pour travailler chez DoorDash juste pour voir si c'était aussi bien que ce qu'ils annonçaient dans leur publicité lumineuse qui promettait une liberté sans fin et des gains faciles. Au début, il m'avait fallu un mois entier pour me décider à accepter ma première livraison, paralysé par une appréhension que je ne pouvais pas expliquer. Mais à partir de ce moment-là, j'avais fait quelques livraisons par jour et j'étais devenu vraiment content des résultats, peut-être même trop confiant. Quelques mois après cela, j'avais quitté mon emploi d'épicerie où je connaissais chaque client par son prénom, et j'avais commencé à faire des livraisons chaque jour après l'école et même la plupart des week-ends, transformant ma petite voiture en mon bureau ambulant. Cette nuit-là, quelque chose d'ancien s'éveillait dans l'air humide de l'automne. Je travaillais particulièrement tard car c'était un week-end de fête, l'une de ces nuits où les frontières entre le monde des vivants et celui des ombres semblent s'amincir. Je conduisais depuis 20h jusqu'à 2h du matin, faisant pratiquement des allers-retours constants vers le McDonald's ouvert 24h sur 24, ces néons rouges et jaunes étant les seules lumières chaleureuses dans cette nuit sans étoiles. La pluie fine commençait à tomber, créant des halos d'if autour des réverbères et transformant le pare-brise en une toile de gouttelettes qui distordait la réalité. Un peu après 2h du matin, quand même les âmes les plus insomniaques commencent à sombrer dans une torpeur inquiète, j'ai récupéré une autre commande McDonald's. Le sac était étrangement lourd pour une simple commande de 2 cheeseburgers et un milkshake, et le papier grinçait contre le plastique avec un son qui ressemblait presque à un murmure. Je me suis mis en route vers le client, les essuie-glaces balayant méthodiquement le verre comme des métronomes comptant les secondes qui me séparaient de l'inconnu. La livraison devait être effectuée dans une sorte d'entrepôt situé dans la zone industrielle abandonnée à la périphérie de la ville, là où les usines désaffectées dressaient leurs squelettes de béton vers un ciel sans lune. Dans les notes de la commande, il était décrit d'entrer par les portes latérales et de déposer la commande à la réception, mais quelque chose dans la formulation, peut-être l'absence de ponctuation ou la rigidité des mots, me mettait mal à l'aise d'une façon que je ne pouvais pas articuler. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord manqué l'entrée. Le parking s'étendait devant moi comme un océan d'asphalte fissuré, vaste et silencieux, engloutissant le faisceau de mes phares sans jamais le renvoyer. Il était presque vide, avec seulement 3 camions semi-remorques stationnés à des angles étranges, comme s'ils avaient été abandonnés en pleine manœuvre par des conducteurs qui avaient soudainement disparu. Le bâtiment se dressait au centre de ce désert artificiel, un monolithe de béton gris qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. C'était définitivement un vieil entrepôt. Juste un grand rectangle brutaliste avec quelques fenêtres noircies par des années de crasse industrielle et une seule porte métallique rouillée à l'avant. Aucune lumière ne filtrait de l'intérieur, aucun signe d'activité humaine, pourtant la commande insistait que c'était bien là que je devais me rendre. J'ai vérifié une fois de plus l'application pour m'assurer que c'était bien par la porte latérale que je devais livrer. Les coordonnées GPS dansaient sur mon écran, indiquant que j'étais exactement au bon endroit, mais le point bleu semblait trembler légèrement, comme s'il hésitait lui-même à confirmer cette localisation. J'ai fait le tour du bâtiment, mes pneus crissant sur le bitume humide dans un son trop fort pour le silence environnant. La porte latérale est apparue dans mes phares, une masse de métal rouillé qui semblait avoir été installée il y a des décennies et jamais entretenue depuis. C'était une de ces lourdes portes industrielles avec une petite fenêtre en verre renforcé, le genre que l'on trouve dans les abris anti-atomiques ou les morgues municipales. J'ai éteint mes phares pour mieux voir à travers la vitre, et l'obscurité s'est refermée sur ma voiture comme une vague. À travers cette minuscule fenêtre, je n'ai d'abord rien distingué qu'une petite entrée plongée dans une pénombre absolue. Mais alors que mes yeux s'ajustaient, j'ai cru voir quelque chose bouger dans les profondeurs, une forme qui n'avait pas de contour défini, mais qui semblait pourtant occuper l'espace. Le reflet de mon téléphone, que je tenais pour éclairer la vitre, créait des halos étranges qui dansaient sur le verre comme des lucioles phosphorescentes. J'ai distingué ce qui ressemblait à une rampe d'escalier descendante, plongeant vers des niveaux inférieurs que l'imagination peuplait automatiquement de créatures tapies dans l'ombre. J'ai poussé la porte, et le métal a gémi sur ses gonds avec un son qui ressemblait à un gémissement humain. L'air qui s'est échappé vers moi était glacial, chargé d'une humidité qui sentait le renfermer et quelque chose d'autre, quelque chose de organique et de décomposé que je n'ai pas pu identifier. L'obscurité à l'intérieur était totale, absolue, du genre qui semble avoir une épaisseur et un poids propre. Seule une minuscule lumière de sécurité rougeâtre clignotait dans un coin lointain, créant des ombres qui bougeaient d'une façon qui défiait la logique des objets statiques. Il n'y avait aucune réception, aucun bureau d'accueil, juste un couloir qui s'enfonçait dans les ténèbres comme la gorge d'une bête géante. J'ai allumé la lampe de mon téléphone, mais le faisceau semblait se faire avaler par l'obscurité au lieu de la percer.
J'ai marché jusqu'au coin et me suis arrêté au seuil d'un long corridor sans éclairage. Je savais que la plupart des endroits qui ont des travailleurs de nuit n'allument pas les lumières inutiles pour économiser l'électricité, mais cela semblait excessif, presque délibérément hostile. Je ne pouvais pas voir le bout du couloir, et quand j'ai tendu l'oreille, j'ai cru entendre quelque chose qui ressemblait à des pas, mais qui s'arrêtait chaque fois que je retenais mon souffle pour mieux écouter. J'ai sorti mon téléphone et vérifié pour la 3e fois si je n'étais pas allé au mauvais endroit ou par la mauvaise porte. L'application affichait toujours la même adresse, et le profil du client montrait un nom générique, Monsieur Smith, sans photo, sans historique de commande précédente, juste ce compte créé récemment avec cette seule livraison. Tout semblait correct sur le papier, mais chaque fibre de mon être instinctif me criait de faire demi-tour, de remonter dans ma voiture et de disparaître dans la nuit. Pourtant, la pensée d'une évaluation négative, de cette menace invisible qui pèse sur tous les travailleurs du gig économique, m'a cloué sur place. Et plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point tout le bâtiment était silencieux. Ce n'était pas le silence de la nuit, ce calme relatif parsemé de craquements de bois et de bourdonnements électriques. C'était un silence absolu, celui d'un lieu qui n'a jamais connu la vie, où même l'air semblait mort. Pas de machine en mouvement, pas de réfrigérateur industriel qui ronronne, pas de système de ventilation qui souffle. Pas de gens qui parlent, pas de radio qui crépite, pas de pas qui résonnent sur le béton. Pas un seul son, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle en attendant quelque chose. J'ai décidé d'appeler le client. J'ai cliqué sur son nom dans l'application et composé le numéro, mes doigts glissant légèrement sur l'écran à cause de la sueur qui s'était soudainement accumulée dans mes paumes. La sonnerie a retenti dans mon oreille 1, 2, 3 fois, puis j'ai entendu quelque chose qui a fait se dresser mes cheveux sur ma nuque. Une sonnerie de téléphone, mais pas dans mon oreille, dans l'espace réel, tangible, qui résonnait à l'autre bout du couloir. Elle était faible, étouffée par la distance et les murs, mais distincte, identifiable, comme celle d'un vieux téléphone fixe avec une sonnerie mécanique qui résonnait dans le vide. Après quelques secondes qui m'ont semblé durer une éternité, elle a sonné à nouveau, mais cette fois c'était plus proche et plus fort, comme si quelqu'un se déplaçait vers moi dans l'obscurité tout en laissant la sonnerie continuer. J'ai fixé ce couloir vide, mes yeux s'efforçant de percer l'obscurité, et j'ai à peine pu distinguer la lueur faible d'un écran de téléphone qui avançait, flottant dans les ténèbres comme une luciole malade. La lumière éclairait brièvement des murs couverts de graffitis que je n'avais pas remarqués avant, des symboles étranges qui ne ressemblaient à aucun tag que j'avais vu, des formes géométriques qui semblaient pulser légèrement sous la lumière erratique. « Et, j'ai une commande ici de DoorDash, je vais la laisser ici pour vous. » ai-je dit d'une voix qui tremblait plus que je ne l'aurais voulu. J'ai posé le sac au sol devant moi, le plastique froissant avec un son soudainement trop loud dans ce silence oppressant. La silhouette d'un homme grand a commencé à émerger de l'obscurité du couloir, mais il ne disait rien, aucune reconnaissance, aucune instruction, juste cette avancée méthodique qui semblait calculée pour maximiser mon inconfort. J'ai attendu une autre seconde, puis 2, mais alors qu'il se rapprochait, cela semblait vraiment de plus en plus inquiétant. La façon dont il marchait était wrong, fondamentalement wrong. Trop rapide pour quelqu'un qui vient chercher de la nourriture, trop direct, sans hésitation dans ses pas malgré l'obscurité totale. Et le silence, ce silence absolu qu'il maintenait, comme s'il n'avait pas besoin de respirer ou comme s'il retenait délibérément son souffle pour ne pas révéler sa position exacte. Je n'arrivais pas à distinguer son visage, juste une forme sombre qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. J'ai eu ce sentiment viscéral, celui que nos ancêtres connaissaient quand ils sentaient le prédateur dans l'obscurité de la savane, comme si quelqu'un allait me sauter dessus par derrière ou que quelque chose allait se refermer sur moi. L'instinct de survie, cette voix primitive que nous avons appris à ignorer dans notre monde moderne et sécurisé, hurlait maintenant à plein poumon. J'ai tourné les talons et j'ai marché rapidement, presque couru, vers la porte, mes baskets glissant légèrement sur le béton poussiéreux. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas osé, par peur de ce que je pourrais voir si je le faisais. De retour dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes avec un geste automatique, mes mains tremblantes si fort que j'ai dû faire 3 tentatives pour insérer la clé dans le contact. J'ai allumé les phares, aveuglant momentanément la porte de l'entrepôt, et c'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un mouvement derrière la petite fenêtre en verre de la porte, juste avant que je ne parte. Ce n'était pas l'homme que j'avais vu dans le couloir, c'était autre chose, plus grand, avec des proportions qui ne semblaient pas humaines, se tenant là dans l'encadrement de la fenêtre comme si observait mon départ. J'ai démarré en trombe, les pneus crissant sur le bitume humide, et j'ai foncé vers la sortie du parking sans regarder dans le rétroviseur. Toute cette expérience m'avait donné des frissons qui parcouraient ma colonne vertébrale comme des doigts glacés, et j'ai décidé d'arrêter pour la nuit et de rentrer directement chez moi, abandonnant les quelques dollars que j'aurais pu gagner en continuant. Sur le chemin du retour, chaque phare dans mon rétroviseur semblait être celui d'une voiture qui me suivait, chaque ombre au bord de la route semblait bouger d'une façon autonome.
Finalement, j'ai choisi de croire que c'était juste une situation étrange dans l'ensemble. Peut-être un entrepôt abandonné utilisé par des sans-abri ou des adolescents qui faisaient des farces. Comme rien de physique ne s'était vraiment produit, comme je n'avais pas été attaqué ou blessé, j'ai réussi à me convaincre que j'avais exagéré, que la fatigue et l'heure tardive avaient amplifié mon imagination. J'ai essayé d'oublier, de me concentrer sur mes cours et mes livraisons diurnes, de reprendre une routine normale. Mais quelques jours se sont écoulés, et le lundi soir, alors que je conduisais à nouveau dans le quartier commerçant éclairé et sécurisant, j'ai reçu un appel. Le numéro était masqué, mais j'ai décroché par habitude, pensant à une commande urgente. C'était le département de police du comté. La voix de l'officier était professionnelle mais tendue, et ce qu'il a dit ensuite a fait s'effondrer toutes mes tentatives de rationalisation. Ce qui s'est passé ensuite était plus compliqué que nécessaire, rempli de procédures et de questions, mais en gros, ils m'ont interrogé pendant 45 minutes sur la raison pour laquelle j'étais à cet entrepôt spécifique à 2h30 du matin le samedi matin. Apparemment, une caméra de surveillance située à 1 km de là avait capturé des images de ma voiture qui s'approchait du site, et mon numéro de plaque avait été signalé comme véhicule suspect dans le cadre d'une enquête en cours. Après avoir expliqué que j'étais juste un livreur DoorDash, après avoir fourni mon identifiant de livreur, après avoir montré le reçu de livraison sur mon application avec l'heure et les coordonnées GPS, ils ont finalement accepté mon histoire. C'est alors qu'ils m'ont dit ce qui se passait réellement, et chaque mot a été comme un coup de marteau sur ma compréhension de la réalité. Les travailleurs de l'entrepôt, une petite équipe de 5 personnes qui gérait un stockage de pièces détachées automobiles, étaient revenus de leur week-end de fête où l'entrepôt n'était pas en opération. Ils avaient trouvé, au milieu du couloir principal, exactement là où je m'étais arrêté, une livraison DoorDash posée sur le sol. Le sac McDonald's que j'avais laissé, intact, non ouvert, avec encore la condensation sur le milkshake. Mais ce n'était pas tout. Les portes avaient été forcées de l'intérieur, les serrures fracturées avec une force qui avait déformé le métal massif, comme si quelque chose avait voulu sortir avec une rage inhumaine. L'enquête avait rapidement révélé que la commande avait été passée avec un faux compte, créé quelques heures avant ma livraison avec une carte de crédit volée et une adresse email jetable. Ce qui était déjà effrayant en soi, une intrusion calculée dans un lieu qui aurait dû être vide, mais la partie la plus terrifiante, celle qui m'a empêché de dormir pendant des semaines, c'est ce qu'ils ont trouvé dans les niveaux inférieurs de l'entrepôt. Les policiers n'ont pas voulu me donner tous les détails, peut-être pour me protéger, peut-être parce que l'enquête était encore en cours, mais ils ont laissé filtrer assez d'informations pour que mon imagination construise des scénarios pires que la réalité. Des traces de pas dans la poussière épaisse des sous-sols, des pas qui n'étaient pas chaussés mais qui semblaient faits par des pieds nus ou pire, des empreintes qui ne correspondaient à aucune chaussure standard. Des symboles tracés au charbon sur les murs de briques, des cercles concentriques avec des inscriptions dans une langue que personne n'a pu identifier, des marques qui semblaient anciennes et fraîches à la fois. Et puis il y avait la nourriture. Ils n'avaient même pas pris le sac de nourriture, n'y avaient même pas touché. Il était posé là comme une offrande, ou comme un appât qui n'avait pas fonctionné. Il était assez évident qu'ils cherchaient autre chose, quelque chose de plus précieux que 2 cheeseburgers froids. Peut-être quelqu'un, peut-être moi, peut-être n'importe quelle âme isolée assez naïve pour entrer dans leur piège. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient de moi spécifiquement, si c'était lié à quelque chose dans mon profil, mon âge, mon apparence, ou si j'étais juste tombé dans une toile plus vaste par pur hasard. Mais je ne peux qu'imaginer, avec une certitude qui me réveille en sueur la nuit, que si j'étais resté une minute de plus, si j'avais attendu que l'homme dans le couloir atteigne la lumière, si j'avais accepté de descendre vers les niveaux inférieurs comme il semblait vouloir me l'indiquer par ses gestes, quelque chose de terrible se serait produit. Quelque chose qui aurait fait de moi une autre statistique, un autre disparu dont on parle brièvement aux informations avant que le monde continue de tourner. Depuis cette nuit, je porte toujours une amulette de protection que ma grand-mère m'avait donnée avant sa mort. Une petite pierre noire percée d'un trou et suspendue à un cordon de cuir. Elle prétendait que notre famille avait toujours été sensible aux choses qui vivent dans les interstices du monde réel, aux entités qui attendent dans les lieux abandonnés pour des âmes isolées. Je riais de ces superstitions autrefois, mais maintenant je la touche chaque fois que je dois faire une livraison tardive, chaque fois que je vois un entrepôt sombre au bord de la route. Car je sais maintenant que quelque chose d'ancien et de malveillant rôde dans ces vieux bâtiments industriels, quelque chose qui a appris à utiliser notre technologie moderne, nos applications de livraison et nos systèmes de paiement anonymes pour attirer ses proies. Quelque chose qui n'a pas faim de nourriture, mais d'autre chose, quelque chose que je ne comprends pas et que je ne veux pas comprendre. Quelque chose qui attend patiemment dans l'obscurité, comptant sur notre cupidité et notre complaisance pour nous amener exactement là où il veut que nous soyons. Je ne fais plus de livraison après 22 heures maintenant. Peu importe l'argent, peu importe les primes de nuit. Certains seuils ne devraient pas être franchis, certaines portes ne devraient pas être ouvertes. Et si vous êtes livreur vous-même, si vous lisez ceci dans votre voiture en attendant votre prochaine commande, prenez garde aux adresses isolées, aux bâtiments sans lumière, aux clients qui ne parlent pas quand vous appelez.
Car parfois, ce qui commande n'est pas humain, et ce qui attend dans l'obscurité n'a pas faim de burger. Quand cela s'est produit, j'avais 23 ans et je travaillais à temps plein dans une pizzeria de ma région. Cet établissement familial, tenu par les frères Marchetti depuis 3 générations, avec ses murs couverts de photos jaunies de clients souriants et son four à bois qui crépitait jour et nuit comme un cœur ancien. Je ne suis pas sûr si des choses se passaient avant cela, si des signes avaient été là que j'avais choisi d'ignorer parce que la jeunesse croit toujours à son immortalité, mais autant que je sache, tout a commencé et s'est terminé cette nuit-là. Cette nuit où la pluie ne s'est jamais vraiment arrêtée de tomber dans mon esprit. Moi et mon meilleur ami Tim travaillions les quarts de nuit dans cette pizzeria. Ces heures suspendues entre minuit et l'aube où le monde normal dort et où les ombres prennent des libertés qu'elles n'osent pas en plein jour. Tim était mon complice depuis le lycée. Ce genre d'ami qui connaît vos silences aussi bien que vos mots, qui peut lire la tension dans vos épaules avant même que vous ne sachiez vous-même que quelque chose ne va pas. C'était un vrai petit magasin, avec seulement 3 ou 4 tables en formica rouge à l'intérieur, des tables qui portaient les cicatrices de décennies de clients impatients tapant leurs doigts en attendant leur repas. Nous étions spécialisés dans la livraison et la vente à emporter, ces services nocturnes qui alimentent les insomniaques, les fêtards et ceux qui préfèrent l'anonymat d'une porte fermée à l'exposition d'un restaurant bondé. Tous les deux, Tim et moi, avions obtenu nos emplois là-bas pendant que nous étions à l'université, cherchant un revenu qui ne demandait pas trop de notre temps d'études précaires. Mais nous ne sommes jamais partis, piégés par la facilité de la routine et l'illusion de sécurité que donnait la familiarité. Étant dans une petite ville rurale tranquille, où les gens se connaissaient tous par leur nom et où les crimes se limitaient aux excès de vitesse occasionnels et aux querelles de voisinage, le travail n'était pas trop difficile. Nous n'avions jamais vraiment de journée chargée, juste un flux constant de commandes parfois, assez pour payer les factures sans jamais nous enrichir ni nous épuiser. Cette nuit-là, quelque chose avait changé dans l'atmosphère dès que le soleil s'était couché. Il y avait une tempête qui se préparait depuis des heures, pas une de ces averses violentes et brèves qui nettoient l'air, mais une pluie fine et tenace qui s'installait comme une maladie chronique. Les nuages bas semblaient toucher les toits des maisons, créant une couverture grise qui absorbait tous les sons et toutes les couleurs, transformant le monde en une aquarelle délavée où les contours devenaient flous et suspects. Les affaires étaient lentes, comme si même les clients habituels sentaient qu'il valait mieux rester chez soi, enfermés derrière des portes verrouillées. Il y avait eu quelques commandes par-ci par-là, des appels de voix fatiguées demandant des pizzas que nous préparions avec l'automatisme de la répétition, mais dans l'ensemble, nous n'avions pas grand-chose à faire. À 22h, Tim avait suggéré que nous commencions à nettoyer l'endroit. Ces tâches de fin de soirée qui incluaient essuyer les tables, balayer les miettes de croûte séchées, et peut-être même pointer 15 minutes plus tôt si tout était parfait. J'avais accepté, prenant des chiffons humides pour essuyer les tables poussiéreuses, quand le téléphone à la réception a sonné. La sonnerie était différente des autres fois. Pas plus forte, pas plus aiguë, mais portant une qualité que je ne pouvais pas définir, comme si elle venait de plus loin que le simple mécanisme électrique du combiné. J'ai décroché après quelques sonneries, le plastique froid et lisse contre mon oreille. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Silence absolu, pas même le bruit de fond d'une respiration ou d'une rue bruyante. Allô? J'ai attendu, comptant les secondes dans ma tête, 5, 10, 15 secondes de ce vide sonore qui semblait aspirer ma propre voix. Puis j'ai raccroché le téléphone et secoué la tête. Juste un canular, ai-je dit à Tim, essayant de convaincre ma propre réflexion autant que lui. Je suis retourné frotter les tables, mais alors que je m'agenouillais pour nettoyer une tache de sauce tomate séchée, j'ai vu quelque chose qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. Un éclat venant de la fenêtre frontale, cette grande vitre qui donnait sur le parking désert. Ce n'était pas la lumière des néons intérieurs se reflétant, c'était extérieur, mobile, une source lumineuse qui provenait d'une voiture garée quelques places plus loin que je n'avais pas remarqué avant. Je me suis approché de la fenêtre, plissant les yeux contre la pluie qui crépitait contre le verre. C'était une berline sombre, peut-être noire ou bleu marine foncé, impossible à dire avec certitude sous cette lumière diffuse. Je ne pouvais pas bien voir à travers la fenêtre avec la pluie qui ruisselait, mais il y avait définitivement une lumière allumée à l'intérieur de la voiture, oscillant légèrement comme celle d'un téléphone portable que quelqu'un consultait, ou comme celle d'une bougie tenue par une main tremblante. La pizzeria était sur un terrain individuel, isolé des autres commerces par un vide de plusieurs centaines de mètres, il n'y avait pas d'autres voitures. C'était la seule raison pour laquelle je l'avais remarqué, cette présence solitaire dans un paysage qui aurait dû être vide. Un moment plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, la sonnerie semblait plus insistante, presque urgente, comme si quelqu'un pressait le bouton avec une force inhabituelle. Tim était plus proche du comptoir, alors il a décroché cette fois. Je l'ai observé, cherchant des indices dans son expression, mais il était tourné vers le mur, son profil illisible. Je pouvais entendre une voix étouffée venant du combiné, pas assez forte pour distinguer les mots, mais portant une intonation qui ne ressemblait pas à une commande normale. Pas l'ordre monotone des ingrédients,
pas les questions routinières sur les délais de livraison. Quelque chose de plus personnel, plus intime, presque conversationnel dans une façon qui dérangeait. Après une courte échange que je n'ai pas pu saisir, Tim a raccroché. En même temps, exactement au même moment, comme si synchronisé par une volonté invisible, la lumière dans la voiture s'est éteinte et j'ai vu des phares s'allumer. Aveuglant un instant avant que le véhicule ne démarre et ne s'éloigne dans la nuit pluvieuse, ses feux arrière disparaissant rapidement dans le brouillard. J'ai dit à Tim ce que j'avais vu, comment la voiture était arrivée sans que nous l'entendions, comment elle était partie exactement quand il avait raccroché, comme si l'appel et la présence extérieure étaient connectés par des fils que nous ne pouvions pas voir. Tim a haussé les épaules, cette gestuelle familière qui signifiait qu'il trouvait mes inquiétudes exagérées, mais qu'il respectait assez notre amitié pour ne pas me le dire directement. C'était juste un vieil homme qui commandait une pizza pour livraison, a-t-il dit, sa voix portant cette assurance que les gens ont quand ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Il était probablement garé là pour vérifier l'adresse sur son téléphone, rien de mystérieux. J'ai regardé le parking maintenant vide, les flaques d'eau qui se formaient dans les creux du bitume, reflétant les néons de la pizzeria comme des yeux ouverts. Cela n'aurait pas eu beaucoup de sens pour quelqu'un de commander une pizza pour livraison depuis juste devant le magasin, de rester dans sa voiture au lieu d'entrer, de faire 2 appels étranges plutôt que de simplement passer commande au comptoir. Mais la logique de la peur est différente de la logique rationnelle, et je voulais croire que Tim avait raison, que c'était rien, juste une coïncidence d'un client maladroit et d'une imagination surstimulée par la fatigue. Il a commencé à faire la pizza pendant que je continuais le nettoyage, les gestes routiniers de l'étaler la pâte, d'ajouter la sauce et le fromage, de glisser la plaque dans le four, me rassurant par leur normalité. 10 minutes plus tard, Tim a sorti la pizza du four, parfaitement dorée et bouillonnante, l'odeur de l'ail et de l'origan remplissant l'espace confiné de la cuisine. Il l'a mise dans une boîte en carton et me l'a donnée. Cette main-off qui marquait le début de la dernière étape de notre soirée. 11 minutes de route, pas trop mal, a-t-il dit en me tendant le reçu avec l'adresse griffonnée. J'ai couru sous la pluie vers ma voiture, cette berline compacte qui avait été mon premier achat majeur et qui représentait ma liberté, puis j'ai cherché l'adresse sur mon téléphone. L'application de navigation a calculé l'itinéraire, me montrant un trajet qui m'emmenait loin du centre-ville, vers les collines où les maisons devenaient plus grandes et plus espacées, où les arbres formaient des canopées qui bloquaient la lumière des étoiles. 11 minutes de route, puis 14, puis 16, l'estimation augmentant à mesure que je m'enfonçais dans des rues que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais eu de raison de fréquenter. Les routes étaient désertes, personne dehors dans cette pluie persistante, juste moi et mes phares coupantes à travers l'obscurité humide. Google Maps m'a emmené dans un quartier de grande demeure, ces maisons de style colonial qui dataient du début du siècle dernier, avec leurs colonnes blanches et leurs fenêtres à petits carreaux. Puis il m'a fait tourner dans une longue allée privée qui menait à un cul-de-sac isolé, où 3 autres allées s'ouvraient comme des branches d'un arbre mort, chacune menant à une propriété différente, chacune disparaissant dans sa propre obscurité. Je suis descendu par celle que Maps m'indiquait, mes pneus crissant sur le gravier mouillé, et je me suis garé à côté de la maison qui se dressait au bout. C'était une de ces grandes maisons chères, mais construite dans un style qui semblait délibérément rejeter la modernité. Pas de lumières extérieures automatiques, pas de sonnette vidéo, juste une lourde porte en chêne avec une heurtoir de laiton terni. Les fenêtres étaient sombres, pas une seule lueur à l'intérieur, pas même celle d'un veilleur ou d'un téléviseur laissé allumé. J'ai garé la voiture et vérifié l'adresse avec le numéro gravé sur une pierre à côté de l'entrée, puis j'ai pris la pizza et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée, protégeant la boîte sous ma veste pour la garder au chaud. « Livraison de pizza !» ai-je crié, ma voix paraissant étrangement forte dans ce silence, puis étouffée par la pluie qui s'intensifiait. J'ai fait un pas en arrière, regardant l'avant de la maison, cherchant un signe de vie, un mouvement de rideau, une ombre qui passait. Rien. Toutes les lumières étaient éteintes, la maison semblait abandonnée, ou pire, occupée par quelqu'un qui ne voulait pas être vu. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro du client, l'application me montrant qu'il s'agissait d'un numéro fixe, ce qui était déjà rare de nos jours. La sonnerie a retenti, puis la messagerie vocale a pris le relais, cette voix synthétique qui vous invite à laisser un message après le bip. Pas de nom personnalisé, juste le numéro répété mécaniquement. J'ai raccroché et appelé Tim, lui demandant de vérifier si le client avait laissé des instructions spéciales, si peut-être il avait demandé de laisser la pizza à la porte. Mon téléphone a vibré un instant plus tard, et la voix de Tim était différente cette fois, portant une tension qu'il essayait de dissimuler. Son appel est allé directement sur la messagerie quand j'ai essayé aussi, a-t-il dit. Et il y a quelque chose d'étrange, le numéro fixe qu'il a donné, il est enregistré à une adresse différente, à l'autre bout de la ville. J'ai secoué la tête de frustration et je suis couru sous la pluie vers ma voiture pour y rentrer, la pizza maintenant froide et lourde sur mes genoux. J'ai jeté la boîte sur le siège passager et j'ai commencé à faire marche arrière, les essuie-glaces battant frénétiquement contre l'averse qui s'était transformée en déluge.
Ce n'était pas extraordinaire d'avoir des fausses commandes ou des livraisons sans réponse, des adolescents qui pariaient sur qui pouvait commander le plus de pizzas sans payer, des erreurs d'adresse dans l'application. Mais cela m'énervait à chaque fois, cette perte de temps et d'essence, cette sensation d'avoir été utilisé pour une blague dont je ne connaissais pas la chute. Quand je suis revenu à la pizzeria, 35 minutes plus tard, Tim nettoyait déjà les dernières surfaces, et il a dit qu'il n'y avait pas eu d'autres commandes, que nous pouvions finir et partir. J'ai jeté la pizza dans la poubelle avec un sentiment de culpabilité irrationnel pour le gaspillage, et j'ai commencé à l'aider avec les tâches finales. Nous étions tous les deux à l'arrière, nettoyant les fours et essuyant les comptoirs de préparation, quand un son a déchiré l'atmosphère. Pas un coup, pas une explosion, mais quelque chose de plus profond, une vibration qui semblait venir des fondations même du bâtiment. Nous nous sommes regardés, puis avons couru à l'avant, nos cœurs battant au même rythme paniqué. Au début, nous n'avons rien vu, juste la même salle vide, les mêmes néons qui bourdonnaient. Mais ensuite Tim a repéré quelque chose, une fissure qui serpentait sur la porte d'entrée, partant du heurtoir et montant vers le cadre comme une éclair. Je me suis approché et j'ai ouvert la porte avec précaution. Et là, juste dehors sur le seuil, il y avait une pierre lourde, une roche de la taille d'un poing qui n'appartenait pas à ce paysage urbain, avec des marques de mousse qui suggéraient qu'elle venait d'un jardin ou d'un terrain naturel. J'ai regardé autour, le parking toujours vide sous la pluie qui s'était calmé en une bruine fine, personne en vue dans aucune direction, juste les arbres qui se balançaient légèrement dans le vent humide. Les caméras de surveillance que nous avions installées l'année précédente après un cambriolage couvraient l'intérieur mais pas l'extérieur, une économie qui semblait maintenant criminelle. Nous étions tous les deux vraiment confus et un peu effrayés. Cette peur qui naît de l'irrationalité des événements, de l'impossibilité de trouver une explication logique. Nous avons parlé d'appeler la police, de rapporter le vandalisme, de demander une patrouille dans le secteur. Mais ni l'un ni l'autre ne voulions avoir à gérer cela maintenant. Cette avalanche de questions et de procédures qui s'abattrait sur nous. Pour mettre les choses en perspective, il restait 10 minutes avant notre départ officiel. Et si nous appelions, nous serions là pendant au moins 1 heure de plus, répétant notre histoire à des officiers sceptiques qui verraient juste une fissure mineure et une roche sans importance. La fissure sur la porte n'était pas trop grande, pas vraiment visible si on ne cherchait pas. Alors nous avons choisi d'attendre et de simplement dire à notre manager le lendemain. Cette décision qui semblait raisonnable à l'époque et qui maintenant me hante. Nous avons rapidement fini le nettoyage. Cette efficacité née de la peur qui veut qu'on quitte un lieu dangereux au plus vite. Nous sommes partis par la porte arrière où nos voitures étaient garées. Cette entrée secondaire qui donnait sur une ruelle mal éclairée où nous nous sentions paradoxalement plus en sécurité que par la porte principale. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à toutes les choses étranges qui s'étaient passées. Les tentatives de connexion, la voiture qui observait, la maison vide, la pierre lancée, et cela m'a mis mal à l'aise d'une façon qui s'installait dans mon ventre comme une nourriture avariée. Je me suis garé dans mon allée, cette maison de location que j'occupais seul depuis que ma colocataire était partie vivre avec son petit ami. Il était tard, passé minuit maintenant, alors je savais que je devais me coucher bientôt pour être en forme pour mes cours du lendemain. Mais je voulais quelque chose à grignoter d'abord, cet réconfort routinier de la nourriture tardive qui marque la fin de la journée. Je suis allé à la cuisine, cette pièce étroite avec sa fenêtre qui donnait sur la rue, mais avant même d'ouvrir le garde-manger, j'ai entendu quelque chose qui a fait se figer mon sang. Un bruit de moteur, faible d'abord, puis plus fort, des pneus qui éclaboussaient dans les flaques sur la rue devant ma maison. Ce n'était pas le son d'une voiture qui passait, c'était le son d'une voiture qui ralentissait, qui cherchait une place, qui se garait. D'après le son, je pouvais dire avec une certitude qui me terrifiait qu'elle se garait exactement devant chez moi. Je me suis approché de la fenêtre avec la lenteur de quelqu'un qui craint ce qu'il va voir, et j'ai regardé dehors entre les rideaux que je n'avais pas encore fermés. Une voiture était garée juste devant mon driveway, ses phares éteints mais son moteur toujours en marche, visible par la vapeur qui sortait de son pot d'échappement dans l'air froid. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour réaliser que c'était la même voiture que j'avais vue devant la pizzeria. Cette berline sombre avec des détails que je n'avais pas remarqués consciemment mais que mon cerveau avait enregistrés. L'antenne tordue, la trace de rouille sur le pare-chocs arrière, la façon dont elle penchait légèrement sur le côté passager. Un frisson glacial, littéralement glacial comme si la température avait chuté de 10 degrés en 1 seconde, m'a parcouru de la nuque au talon. Je suis resté à la fenêtre, immobile, observant, attendant que la voiture parte, que ce soit une coïncidence, que quelqu'un visite un voisin, n'importe quelle explication qui ne pas impliquer ce que je savais être vrai. La voiture est restée là, moteur ronronnant, pendant ce qui m'a semblé des heures mais qui n'a probablement été que quelques minutes. Je ne pouvais pas voir à travers les vitres teintées, pas de silhouette visible, pas de mouvement, juste cette présence opaque qui semblait me fixer autant que je la fixais. Après 1 minute de ce stand-off silencieux, j'ai sorti mon téléphone avec des mains qui tremblaient assez pour que je doive me concentrer pour ne pas le faire tomber. J'ai appelé Tim, lui chuchotant presque alors que ma voix refusait de fonctionner normalement, lui disant que je pensais qu'un des clients nous avait suivis, que la même voiture était maintenant garée juste devant ma maison,
que quelque chose de très wrong était en train de se passer. « Tu es sérieux ?» a-t-il répondu, et j'ai entendu la peur dans sa voix, cette peur qui confirmait que je n'étais pas en train d'halluciner. « Tu dois appeler la police, maintenant, quelque chose ne va pas du tout. » Je ne sais pas pourquoi j'étais si nerveux à l'idée d'appeler la police. Cette réticence irrationnelle a impliqué l'autorité même quand j'en avais besoin. Peut-être parce que je ne voulais pas admettre que j'avais peur. Peut-être parce que je craignais qu'ils ne me prennent pas au sérieux, qu'ils me disent que c'était juste une voiture garée dans une rue publique. Mais entendre Tim le dire, entendre la conviction dans sa voix, m'a fait me sentir mieux, m'a donné la permission d'agir que je ne pouvais pas me donner à moi-même. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai composé le 921, chaque chiffre semblant prendre une éternité. La dame en ligne était professionnelle. Cette voix entraînait à gérer des milliers d'appels sans se laisser affecter par l'urgence individuelle. Elle a dit qu'ils enverraient une unité dès que possible, que cela pourrait prendre 15 à 20 minutes car toutes les voitures étaient déployées sur un accident sur l'autoroute. Elle m'a conseillé de rester caché, de ne pas approcher la voiture, de ne pas ouvrir la porte si quelqu'un sonnait. J'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir et se fermer dehors. Ce son distinctif de métal et de caoutchouc qui a fait sauter mon cœur dans ma poitrine. J'ai rapidement dit d'accord et raccroché, retournant à la fenêtre avec une précipitation qui a fait trembler les rideaux. Un homme marchait dans mon driveway, cette allée courte qui menait à ma porte d'entrée. Il portait des vêtements sombres qui couvraient tout son corps, une veste longue qui arrivait aux genoux, des pantalons amples, des gants noirs, et une capuche qui couvrait sa tête et son visage, ne laissant aucune peau visible. Il marchait avec une détermination qui semblait mécanique, pas la démarche hésitante de quelqu'un qui cherche une adresse, mais la démarche assurée de quelqu'un qui sait exactement où il va. Alors qu'il s'approchait de la maison, j'ai fermé les rideaux de la fenêtre avec un geste brusque, comme si le simple tissu pouvait me protéger de ce qui était dehors. J'ai reculé dans l'obscurité de la cuisine, mon téléphone serré dans ma main comme une arme inutile. Des pas sont venus jusqu'à la porte d'entrée, des pas lourds qui résonnaient sur le petit porche en bois, puis ils ont continué, traversant l'avant de la maison jusqu'à ce qu'ils atteignent l'extérieur de la fenêtre de la cuisine et s'arrêtent. Le silence qui a suivi était absolu, total. Ce silence qui semble avoir un poids physique, qui presse contre vos tympans. La pluie avait repris, cette pluie fine qui tapait contre la fenêtre avec un son qui ressemblait à des doigts qui grattent pour entrer. J'ai senti que je restais là, immobile, pendant des minutes qui s'étiraient dans l'horreur de l'attente, avant de faire un pas en avant, ce pas qui nécessitait tout mon courage, et de déplacer le rideau d'1 centimètre sur le côté, juste assez pour espionner avec un œil. L'homme était là, collé contre la vitre de l'extérieur, son visage pressé contre le verre. Je n'ai pas vu ses yeux tout de suite, juste l'obscurité de sa capuche, puis il a levé la tête et j'ai vu ses yeux. Des yeux froids, sans couleur définie dans cette lumière, mais portant une qualité qui n'était pas humaine, une fixité qui ne clignait pas, une profondeur qui semblait regarder à travers moi plutôt qu'à moi. J'ai lâché le rideau comme si je m'étais brûlé, et l'homme a frappé contre la fenêtre. 3 coups lourds qui ont fait vibrer le verre dans son cadre. J'ai reculé jusqu'à heurter le réfrigérateur, terrifié à un point où mon corps refusait de répondre à mes ordres, où je savais que je devais courir, me cacher, faire quelque chose, mais où je ne pouvais que rester là, paralysé. Et puis, aussi vite que cela avait commencé, cela s'est terminé. Il n'y a eu plus de frappe, plus de pas, plus de son extérieur. Juste la pluie qui continuait son cliquetis monotone contre la fenêtre, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Je suis resté là pendant je ne sais combien de temps, comptant les secondes dans ma tête, attendant que le son de la portière de voiture indique un départ. Il n'est jamais venu, mais quand j'ai finalement rassemblé assez de courage pour regarder de nouveau, quand les sirènes de la police sont devenues audibles au loin, l'homme avait disparu, la voiture avait disparu, il ne restait que la pluie et les flaques qui se formaient sur l'asphalte. Les policiers sont arrivés 7 minutes plus tard, leur gyrophare transformant ma rue calme en scène de crime. Ils ont cherché la voiture, ont interrogé les voisins qui n'avaient rien vu, ont examiné ma fenêtre pour des empreintes qui n'existaient pas. Je leur ai tout raconté, depuis le premier appel étrange jusqu'à l'homme aux yeux froids, mais je voyais dans leur regard cette lueur de doute, cette évaluation silencieuse de ma crédibilité. Aucune preuve, aucun témoin, aucune raison plausible pour qu'un inconnu s'intéresse à un simple livreur de pizza. La partie de moi qui restait rationnelle, qui avait survécu à cette nuit, se sentait folle aussi. Rien de tout cela n'avait de sens, il n'y avait pas de motif apparent, pas de demande de rançon, pas de tentative de vol rapporté. Juste cette présence malveillante qui avait suivi, observé, frappé, puis disparu dans la nuit comme si elle n'avait jamais existé. Les policiers sont partis après avoir pris mon rapport, me conseillant de verrouiller mes portes et de les appeler si je voyais quoi que ce soit de suspect, ces conseils banais qui masquaient leur impuissance. Mais ce qui m'a le plus troublé, ce qui continue de me troubler maintenant, des années plus tard, c'est ce que j'ai trouvé le lendemain matin. En ouvrant ma porte pour prendre le journal, j'ai vu quelque chose sur le seuil. Une boîte de pizza, celle que j'avais jetée à la poubelle de la pizzeria, propre, intacte,
posée là comme si elle avait été livrée pendant la nuit. À l'intérieur, la pizza était froide mais non touchée, et sur la croûte, quelqu'un avait tracé avec un objet pointu un symbole que je n'ai pas reconnu, une spirale qui semblait descendre vers un centre obscur. Je n'ai jamais revu l'homme, jamais entendu parler d'incidents similaires dans la région. Mais chaque fois qu'il pleut, chaque fois que le silence devient trop dense, je sens cette présence qui m'attend quelque part, qui me rappelle que cette nuit n'était qu'un début, qu'un jour la pluie tombera à nouveau et qu'il reviendra pour finir ce qu'il a commencé. Tim et moi ne parlons presque plus de cette nuit. Cet Homer entre nous qui sait que nous avons vu quelque chose que nous ne devrions pas avoir vu, quelque chose qui continue de nous observer depuis les ombres des jours pluvieux. Je faisais des livraisons pour le restaurant de mes parents quand j'étais au lycée, cette période de transition où l'on croit que la liberté de conduire équivaut à la liberté tout court. Je venais d'avoir 16 ans et d'obtenir mon permis de conduire, ce petit rectangle de plastique qui représentait aux yeux du monde mon entrée dans l'âge adulte. Mes parents voulaient toujours commencer à offrir la livraison, cette extension naturelle de leur entreprise familiale qui fonctionnait depuis 15 ans dans le centre-ville. Je ne voulais pas être serveur, cette exposition constante aux regards et aux humeurs des clients, ni travailler à la caisse, cette cage dorée derrière laquelle on compte l'argent des autres. Alors conduire semblait être une bonne option, cette solitude mobile qui me permettait d'écouter ma musique et de rêver à d'autres vies entre deux adresses. Quand cela s'est produit, je faisais des livraisons depuis quelques mois, assez pour être devenu confiant, peut-être même trop confiant. J'avais développé cette arrogance des débutants qui croient que la familiarité avec une tâche équivaut à la maîtrise de tous ses dangers. C'était un jeudi soir, cette soirée de semaine qui porte en elle la fatigue de la presque fin de semaine, vers 20h quand la lumière commence à devenir incertaine et que les ombres s'allongent comme des doigts qui cherchent à attraper quelque chose. Mon père m'avait donné une commande à livrer, cette routine familière de vérifier l'adresse, de préparer le sac isotherme, de calculer mentalement le trajet. J'ai pris ma voiture, qui était en fait le SUV de ma mère, ce véhicule familial qui sentait toujours légèrement le parfum qu'elle utilisait et les emballages de bonbons que ma petite sœur laissait tomber sous les sièges. J'ai commencé le trajet, Google Maps affichant une destination qui semblait de plus en plus éloignée de tout ce que je connaissais. La maison était à 25 minutes, une éternité dans notre petite ville où la plupart des livraisons se faisaient en moins de 10 minutes. Notre ville était compacte, dense, alors 25 minutes de route signifiait quelque chose de très spécifique. La périphérie, la zone où les maisons devenaient rares et les champs commençaient, où la civilisation reculait devant l'agriculture et puis devant quelque chose de plus ancien que l'agriculture. Alors que je conduisais, j'ai commencé à reconnaître l'AREA comme étant à la limite extrême de la ville, ce territoire de nulle part où les panneaux de signalisation devenaient espacés et où les lampadaires disparaissaient complètement. Il me restait encore 10 minutes à faire selon l'application, 10 minutes qui s'étiraient dans une campagne de plus en plus sauvage. Je n'étais jamais allé aussi loin dans cette direction auparavant, cette constatation qui aurait dû être un avertissement mais qui ne fit qu'éveiller ma curiosité adolescente. Je faisais définitivement attention, gardant les yeux ouverts, cette vigilance qui est plus excitation que peur véritable. Je n'avais pas peur à proprement parler, pas encore, mais je me sentais juste mal à l'aise, cette tension dans les épaules qui ne trouve pas de raison immédiate. Les seules maisons que je passais maintenant étaient des fermes, ces îlots de lumière et de vie séparés par des kilomètres de ténèbres, loin de la route principale, accessibles par des chemins qui semblaient être des cicatrices dans le paysage. Quand les directions m'ont dit de tourner, c'était dans un long chemin non pavé qui s'enfonçait droit vers une de ces fermes isolées, une ligne de terre et de gravier qui disparaissait dans l'obscurité grandissante. Maintenant, je commençais à avoir un peu peur. Cette peur qui naît de la réalisation que personne ne sait où vous êtes, que votre téléphone pourrait ne pas avoir de réseau, que les secours seraient loin même si vous parveniez à les appeler. Une ferme aussi loin la nuit était probablement le dernier endroit où je voulais être. Cette évidence qui s'imposait avec la force des choses simples. Mais je savais que je me faisais probablement juste peur. Cette rationalisation automatique qui nous pousse vers le danger plutôt que de nous en éloigner. C'était juste une simple livraison, une pizza et des pâtes pour une famille qui vivait à l'écart, rien de plus ordinaire dans l'absolu. J'ai conduit jusqu'au bout du chemin, mes phares coupant à travers l'obscurité et révélant des champs qui semblaient s'étendre à l'infini de chaque côté. Le chemin s'est terminé abruptement, se transformant en juste un petit champ d'herbe devant la maison, cette transition brutale entre la route et la nature qui désorientait. Ce n'était pas clair si je devais rouler sur l'herbe ou non, cette incertitude bête qui me fit hésiter. Alors j'ai juste garé la voiture là, à bonne distance de la maison, cette décision qui allait me coûter cher. Il faisait étrangement silence quand je suis sorti, ce silence de campagne qui n'est pas du tout silencieux quand on y prête attention, mais qui manque des sons familiers de la ville. Pas de trafic lointain, pas de voisins, pas de bruit blanc de la civilisation. Juste le vent dans les herbes hautes, le croassement occasionnel d'un animal nocturne, et mes propres pas sur l'herbe humide qui semblaient absurdement loud dans ce vide. Tout ce que je pouvais entendre était ces pas, ce rythme que je ne contrôlais pas complètement car mon cœur battait trop fort,
alors que je marchais vers la maison qui se dressait devant moi. La lumière du porche était allumée, cette seule ampoule jaunâtre qui créait un cercle de clarté artificielle dans l'océan de nuit, mais aucune autre lumière n'était allumée à l'intérieur de la maison. Les fenêtres étaient des rectangles noirs, des yeux fermés qui refusaient de révéler ce qui se passait derrière. Je regardais constamment par-dessus mon épaule, cette paranoïa croissante qui me faisait imaginer des silhouettes dans les champs, des mouvements dans les buissons qui n'étaient que le vent. Je marchais rapidement, cette marche qui essaie de ne pas être une course de peur, mais qui en a toute l'urgence. Plus je restais dehors, plus je me sentais mal à l'aise, cette sensation que quelque chose n'allait pas qui s'installait dans mon ventre comme une pierre froide. Juste avant d'atteindre le porche, j'ai entendu quelque chose qui a fait stopper mon cœur pendant un battement. Un son qui venait de l'arrière-cour, derrière la ferme, ce côté de la maison que je ne pouvais pas voir. C'était fort, trop fort pour être un animal, un craquement de bois suivi d'un grincement métallique, comme une porte de grange qui s'ouvrait avec difficulté, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps ou comme si quelque chose de lourd la poussait de l'intérieur. Je suis monté sur le porche en 3 enjambées, cette peur qui finalement l'emportait sur la prudence. J'ai déposé le sac sur le seuil de la porte avec un geste brusque, pas même pris le temps de vérifier si c'était bien le bon endroit. Puis j'ai sonné à la porte, ce bouton poussoir qui émettait un carillon électronique décalé, trop moderne pour cette maison vieillotte. Et j'ai commencé à me précipiter vers ma voiture, ce retour qui semblait 2 fois plus long que l'aller, chaque mètre de terrain que j'avais parcouru avec confiance devenant maintenant un obstacle à surmonter. Je regrettais amèrement d'avoir garé ma voiture si loin, cette distance qui m'avait semblé prudente devenant maintenant une condamnation. J'aurais souhaité rouler simplement sur l'herbe, être déjà dans mon véhicule, les portes verrouillées, le moteur démarré. Et alors que j'écoutais le seul son de mes pas sur l'herbe, ce bruit rassurant de ma propre présence dans ce monde hostile, j'ai commencé à entendre autre chose. D'autres pas, qui ne correspondaient pas aux miens, qui venaient de derrière moi, qui couraient dans ma direction avec une détermination terrifiante. Je me suis retourné, ce mouvement qui semble se faire au ralenti dans les moments de panique, et j'ai vu 3 silhouettes qui sprintaient vers moi à travers l'herbe. Je n'ai pas eu le temps de distinguer leur visage, juste cette masse en mouvement, cette menace collective qui annihilait toute pensée rationnelle. J'ai essayé de courir, cette course désespérée qui sait déjà qu'elle est vaine, mais en quelques secondes j'ai été plaqué au sol, l'herbe humide contre mon visage, le souffle coupé par le poids qui s'écrasait sur moi. L'un d'eux m'a maintenu au sol, ses genoux dans mon dos, ses mains qui fouillaient déjà dans mes poches avec une efficacité qui suggérait l'habitude. Un autre a commencé à prendre tout ce que je possédais, mon téléphone, mon portefeuille, mes clés, cette dépossession rapide et méthodique. J'ai crié, hurlé à l'aide avec une voix que je ne reconnaissais pas, cette voix aiguë de la terreur pure, mais je savais déjà que personne ne pouvait m'entendre, que mes cris s'évaporaient dans l'immensité des champs sans rencontrer une seule oreille humaine. Tout s'est passé très vite, cette violence qui semble dilater le temps tout en l'accélérant. Une fois qu'ils ont pillé mes poches, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, l'un des hommes m'a donné un coup de pied dans l'estomac. Cette douleur qui vous fait vous recroqueviller sur vous-même, qui vous empêche de respirer et de penser. Ils se sont tous levés et ont couru vers une voiture que je n'avais pas vue garée derrière la grange, une voiture sans lumière, sans bruit de moteur avant qu'ils ne la démarrent. Ils ont fait demi-tour dans un crissement de pneus sur l'herbe et sont partis, leurs feux arrière disparaissant rapidement sur le chemin, puis sur la route, puis dans la nuit. Je me suis levé avec une lenteur douloureuse, ce corps qui ne répondait plus correctement, qui tremblait de façon incontrôlable. J'ai juste regardé les phares disparaître, cette dernière lueur de civilisation qui s'éloignait de moi. J'avais aucun téléphone, aucun moyen de contacter qui que ce soit, aucun moyen de rentrer chez moi à 25 minutes de route. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de commencer à marcher, cette marche de la désespérance vers la route principale qui semblait à des kilomètres. Quand j'ai atteint la route, j'ai commencé à marcher dans le sens d'où je venais, chaque pas une douleur, chaque respiration un effort. Je n'avais aucun moyen de dire l'heure, le temps s'était dilaté et contracté de façon incompréhensible, mais je pense que j'ai marché pendant 30 à 40 minutes avant qu'une voiture de patrouille ne s'arrête devant moi, ses phares me transformant en silhouette dans le faisceau. Mes parents avaient appelé pour qu'ils viennent vérifier, cette inquiétude familiale qui avait déclenché une réponse alors que je croyais être complètement seul. Pour résumer ce que les flics ont trouvé, car je n'ai appris les détails que plus tard, dans le bureau de mon père où il essayait de me convaincre d'arrêter les livraisons, ils ont découvert une petite grange derrière la ferme principale. Cette grange qui n'était pas visible depuis la route, qui était dissimulée par des arbres et la décrépitude. À l'intérieur, ils ont trouvé un autre sac de livraison de restaurant, celui d'un concurrent, avec encore la nourriture à l'intérieur, périmée depuis des semaines, des mois peut-être. Ils pensent que ces hommes avaient essayé de faire la même chose à quelqu'un avant moi. Cette méthode qui consistait à commander de la nourriture, attendre le livreur isolé, à l'attaquer dans l'obscurité totale où personne ne pourrait intervenir. Mais ils avaient probablement manqué leur chance ou s'étaient dégonflés pour une raison quelconque, car il n'y avait pas eu d'autres rapports de disparition ou d'agression dans la région. Les vrais propriétaires de la ferme étaient en voyage.
Cette absence qui avait permis l'occupation illégitime de leur propriété, ils n'avaient donc aucune implication dans ce qui s'était passé. Mon téléphone a pu être suivi grâce à la géolocalisation, et il a été trouvé jeté dans un champ au bord de la route, pas trop loin de l'endroit où j'avais été attaqué, comme s'il l'avait jeté en conduisant. La voiture volée, cependant, a pris 3 semaines pour être localisée. Elle a été trouvée à près de 640 km de là, dans un autre état, et avait été presque entièrement vidée, transformée en coquille vide, utilisée probablement pour d'autres crimes avant d'être abandonnée. Cela fait presque 1 an maintenant, et ces 3 hommes qui m'ont attaqué n'ont toujours pas été identifiés. Ces visages que je n'ai pas vus clairement, ces voix que je n'ai pas entendues distinctement, ces ombres qui continuent de hanter mes nuits. Mais ce qui me hante le plus, ce qui me réveille en sueur et me fait vérifier 3 fois que mes portes sont verrouillées, c'est ce qu'ils ont trouvé dans cette grange au-delà du sac de livraison. Les policiers ne m'ont pas tout dit, protégeant peut-être mon jeune âge de l'horreur complète, mais j'ai entendu des bribes de conversation, des mots échangés entre officiers qui pensaient que je ne pouvais pas entendre. Des menottes rouillées accrochées à des poutres, cette découverte qui suggérait que la grange avait servi de prison. Des marques sur le sol, des traces de lutte, des taches que les tests ont révélées être du sang ancien, très ancien, pas seulement de mon attaque mais de quelque chose qui datait de bien avant. Et puis il y avait les murs. Couverts de gravures, de symboles répétés qui ne correspondaient à aucune culture connue, à aucun gang local, à aucune religion établie. Des cercles dans des cercles, des figures qui ressemblaient à des hommes mais avec des proportions wrong, des têtes trop grandes, des membres trop longs. Des dates gravées, s'étendant sur des années, des dizaines de noms que personne n'a pu relier à des personnes réelles, comme si ces hommes tenaient un registre de leurs victimes dans un code que nous ne pouvions pas déchiffrer. Les enquêteurs pensent maintenant que cette ferme n'était pas simplement un lieu opportun pour des vols, mais quelque chose de bien plus ancien et de bien plus sombre. Une halte sur une route que nous ne connaissons pas, un point de rendez-vous pour des individus qui partagent des croyances que je ne veux pas comprendre. Les 3 hommes qui m'ont attaqué n'étaient peut-être que des recrues, des exécuteurs, tandis que d'autres, plus haut dans cette chaîne invisible, utilisaient ces livreurs disparus pour des rituels que je n'ose imaginer. Parfois, la nuit, quand le vent souffle contre ma fenêtre avec un son particulier, je pense entendre des pas dans l'herbe, des pas qui ne sont pas les miens. Je pense à ces noms gravés dans le bois de la grange, à ces dates qui s'étendaient sur des décennies, et je me demande combien d'autres comme moi ont marché vers cette lumière du porche, confiants et inconscients, pour ne jamais revenir raconter leur histoire. Je suis sorti vivant de cette nuit par pure chance, parce que quelque chose dans leur plan a déraillé, mais je sais maintenant que quelque part, dans l'obscurité des champs qui s'étendent au-delà de notre petite ville, ils attendent encore. Ils attendent le prochain livreur, le prochain étranger isolé, le prochain nom à ajouter à leur mur de souvenirs silencieux. Je ne fais plus de livraison, je ne conduis plus la nuit, je ne regarde plus les fermes isolées avec cette curiosité romantique d'autrefois. Car je sais maintenant que derrière certaines portes de granges, dans certaines granges abandonnées, se cachent des choses que notre monde refuse de voir. Des communautés d'ombre qui vivent selon des lois que nous avons oubliées, qui attendent patiemment que nous venions à eux, porteurs de pizzas et d'innocence perdue. Je conduisais ma camionnette de livraison de retour d'une petite livraison hors de la ville cette nuit-là. Ce genre de trajet que l'on accepte parce qu'il paie mieux, mais que l'on regrette dès que l'on quitte les lumières de la civilisation. Il était quelque part autour de 23 heures, cette heure où même les radios locales passent en programmation automatique, où les voix humaines disparaissent et laissent place à une musique étrangère qui semble venir d'un autre temps. Il pleuvait régulièrement dehors. Cette pluie de printemps qui n'est ni assez forte pour justifier de s'arrêter ni assez légère pour être ignorée, juste assez persistante pour créer une couche d'eau sur l'asphalte qui transforme chaque réflecteur en une traînée de lumière liquide. Je ne travaillais habituellement pas aussi tard, préférant les tournées diurnes où le soleil et les autres conducteurs créent une illusion de sécurité collective. Mais chaque fois en quelque temps, il devait y avoir une livraison effectuée après les heures d'ouverture du magasin. Ces commandes urgentes de pièces détachées pour des usines qui fonctionnent en continu, des documents légaux qui ne pouvaient attendre le lendemain, des médicaments pour des pharmacies de garde. Les magasins auxquels je livrais étaient dispersés comme des îles dans un océan de routes secondaires. Alors la plupart de la conduite se faisait sur de longues autoroutes dépourvues de tout intérêt visuel, ces lignes droites qui hypnotisent et endorment, où le danger vient de la monotonie plutôt que de l'excitation. Alors que je longeais cette route que je connaissais pourtant assez bien, j'ai vu des phares devant moi, ces 2 points de lumière qui dansent dans le rétroviseur des autres et qui promettent la présence humaine dans ce désert nocturne. Bien que roulant à la vitesse limite, exactement 55 miles à l'heure comme l'indiquait le panneau que j'avais passé il y a 10 minutes, je les ai rattrapés rapidement. Cette différence de vitesse qui éveilla immédiatement mon attention. C'était une vieille camionnette pick-up, de ces modèles des années 90 qui semblent avoir été construits pour durer plus longtemps que leurs propriétaires, roulant vraiment lentement devant moi. Elle allait à peine 35 miles à l'heure sur une route où 60 était la norme acceptée, créant cette frustration du conducteur bloqué qui sait pourtant que la prudence est une vertu. C'était comme s'ils avaient peur de glisser sur la route mouillée, cette peur exagérée des débutants ou des très âgés,
mais ils allaient bien trop lentement pour que ce soit simplement de la prudence. La camionnette oscillait légèrement, ce balancement qui suggère un conducteur qui corrige constamment, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas complètement éveillé, ou pire, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui attend quelque chose. Après une minute qui s'étira dans l'irritation grandissante, je devenais impatient, cette impatience qui est le premier pas vers l'imprudence. J'ai commencé à chercher une occasion de les dépasser, évaluant les virages à venir, la visibilité réduite par la pluie, la largeur de la route qui semblait se rétrécir par moments. J'ai accéléré un peu, mettant mon clignotant pour qu'ils sachent ce que je faisais, cette courtoisie routière qui est aussi une mise en garde. Mais juste avant que je ne fasse mon mouvement, juste quand je m'engageais dans la voie opposée pour commencer le dépassement, leur camionnette a soudainement perdu le contrôle. Ce n'était pas un dérapage classique, cette perte de traction progressive que l'on anticipe et corrige. C'était brutal, violent, comme si quelque chose avait arraché le volant des mains du conducteur ou comme si la camionnette elle-même avait décidé de quitter la route. Elle a tourné sur elle-même une fois, puis une deuxième, avant de plonger vers le bas-côté avec un fracas de métal et de végétation. J'ai donné un coup de frein brutal, sentant l'ABS vibrer sous mon pied, et je me suis arrêté à une 50aine de mètres derrière eux, ma camionnette inclinée sur l'accotement, mon cœur battant à se rompre la cage thoracique. Je suis resté dans mon véhicule, cette habitude de sécurité qui veut que l'on évalue avant d'agir, regardant par la fenêtre latérale trempée où les essuie-glaces peinaient à maintenir une clarté suffisante. La camionnette accidentée était visible dans mon rétroviseur, ses phares encore allumés pointant maintenant vers le ciel à travers les branches des arbres. Elle avait somehow manqué de peu plusieurs gros chênes, cette trajectoire qui semblait impossible autant que miraculeuse, mais elle était maintenant en bas d'une pente raide et probablement coincée, ses roues avant dans un fossé boueux qui l'empêcherait de repartir sans dépanneuse. Même si ce n'était pas du tout ma faute, même si je n'avais rien fait d'autre que suivre à distance respectable, je me sentais vraiment mal. Cette culpabilité irrationnelle du témoin, cette conscience que j'aurais pu être impliqué, que quelques secondes de différence auraient pu me transformer de spectateur en victime ou en coupable. Je ne pouvais pas juste partir, cette option qui existait pourtant, qui me tendait ses promesses de simplicité et d'oubli. Je devais au moins appeler à l'aide, vérifier qu'ils allaient bien, remplir ce minimum d'humanité que la société attend de nous. J'ai essayé de composer le 911, ce numéro que l'on apprend avant de savoir lire, mais il n'y avait aucun signal sur mon téléphone. Pas une barre, pas un point, juste ce cercle barré qui signifie que vous êtes seul au monde, que la technologie qui nous promet la connexion permanente a choisi ce moment précis pour vous abandonner. J'ai attendu une minute, espérant que le réseau apparaîtrait comme par magie, mais rien ne changeait, et la camionnette accidentée restait là, silencieuse et sombre dans mon rétroviseur. Après une minute de ce silence qui n'était pas réconfortant, n'ayant pas vu de mouvement près du véhicule accidenté, je suis devenu encore plus nerveux. Pas de portière qui s'ouvre, pas de silhouette qui émerge pour évaluer les dégâts, pas de lumière de téléphone qui clignote alors que quelqu'un essaie lui aussi d'appeler à l'aide. Juste cette camionnette immobile, ces phares qui éclairaient le vide, cette absence de réponse qui était plus inquiétante que n'importe quel signe de détresse visible. J'ai ouvert ma portière, cette décision qui semblait nécessaire, mais que je regretterais amèrement. La pluie m'a immédiatement frappé, cette pluie qui avait redoublé d'intensité depuis l'accident, comme si elle aussi conspirait contre moi. J'ai marché le long du côté de la route, cette bande d'herbe haute qui séparait l'asphalte du précipice, puis j'ai soigneusement descendu la pente, mes chaussures glissant sur la terre humide qui devenait de la boue sous mon poids. J'ai atteint les arbres, ces sentinelles noires qui marquaient la limite entre la route et la forêt, et j'ai approché de la camionnette avec une lenteur que je croyais prudente, mais qui était en réalité de la peur. Le véhicule était coincé dans des buissons épineux, ses flancs rayés par les branches, mais il ne semblait pas trop endommagé, cette résistance des vieilles mécaniques américaines qui refusent de mourir. J'ai approché de la porte côté conducteur, cette démarche qui voulait être rassurante, qui voulait communiquer l'aide bienveillante du passant de bonne volonté. La fenêtre était embuée de l'intérieur, cette condensation qui suggérait que quelqu'un était encore là, que la chaleur corporelle persistait, mais je ne pouvais rien voir à travers ce voile de vapeur. J'ai frappé, 3 coups secs sur le métal froid, puis j'ai ouvert la porte avec cette familiarité que l'on prend avec les véhicules accidentés, comme si la propriété privée se dissolvait dans l'urgence. Et c'est là que j'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir, ce qui allait transformer cette nuit en cauchemar et ma vie en vigilance permanente. Il y avait un homme assis au volant, immobile, les mains posées sur le volant avec une détente qui ne correspondait pas à la situation. Il ne semblait pas blessé, pas choqué, pas surpris de voir quelqu'un ouvrir sa porte. Il était juste là, attendant, comme s'il savait que je viendrais, comme s'il avait compté sur cette curiosité morbide qui pousse les humains à s'approcher du danger. Il a levé les yeux vers moi, ce mouvement lent et calculé, et il n'a pas dit un mot pendant plusieurs secondes qui se sont étirées dans une éternité de silence. Puis il a parlé, cette voix qui ne correspondait pas à l'urgence de la situation, cette voix calme et posée comme si nous étions deux amis qui se rencontrent par hasard. Vous pouvez me donner un trajet?
Pas de remerciement pour être venu vérifier, pas d'explication sur l'accident, pas de demande d'aide médicale ou mécanique. Juste cette demande directe, cette présomption que j'allais accepter, que j'allais l'emmener avec moi dans ma camionnette, seul, de nuit, sur une route déserte. J'ai hésité. Cette hésitation qui était mon instinct de survie essayant de se faire entendre au-dessus de la politesse sociale. Je lui ai dit que je pouvais l'emmener à la station-service la plus proche, cet endroit éclairé et potentiellement peuplé qui représentait la sécurité, mais que c'était aussi loin que je pouvais aller. Je ne voulais pas l'emmener chez moi, je ne voulais pas connaître son adresse, je ne voulais pas être impliqué plus profondément dans quoi que ce soit qui se déroulait cette nuit. Il a réfléchi un moment, cette pause qui semblait évaluer mes limites, puis il a accepté avec un hochement qui ne montrait ni gratitude ni soulagement. Il est sorti de sa camionnette, ce mouvement qui révéla une silhouette plus grande que je ne l'avais estimée, des épaules larges sous une veste sombre qui semblait trop légère pour la pluie et le froid. Il a marché vers ma camionnette, et malgré la pluie qui s'intensifiait, il marchait lentement, cette lenteur délibérée qui me faisait sentir observé, évalué comme une proie évalue l'endroit où porter le coup final. Il semblait regarder chacun de mes mouvements, cette attention qui n'était pas normale, qui n'était pas celle d'un accidenté reconnaissant, mais celle d'un prédateur qui s'assure que sa proie ne va pas s'échapper. Chaque fois que je regardais en arrière pour vérifier qu'il suivait, il me fixait directement, ses yeux qui captaient la lumière de mes phares avec une réflexion qui semblait animale, trop brillante, trop fixe. Il ne détournait pas le regard quand je détournais le mien, cette impolitesse fondamentale qui signalait que les règles sociales normales ne s'appliquaient pas à lui. Cela me mettait mal à l'aise au-delà de toute raison logique, mais je me disais qu'il était peut-être juste désorienté par l'accident, qu'il essayait de s'assurer que je n'étais pas dangereux moi-même. Ces rationalisations que nous construisons pour justifier ce que nous savons être wrong. Nous sommes tous les deux montés dans ma camionnette, cet espace confiné qui semblait soudainement trop petit pour contenir 2 personnes. J'ai démarré, les essuie-glaces balayant frénétiquement le pare-brise, et j'ai commencé à rouler vers ce que je croyais être la direction de la station-service la plus proche. Je ne savais pas vraiment à quelle distance elle se trouvait, cette ignorance qui me pesait soudainement, mais j'étais sûr que cela ne pouvait pas être plus de 50 à 80 km. Cette distance qui semblait interminable avec ce passager silencieux à côté de moi. Les premières minutes, j'ai essayé de faire de la conversation, cette habitude nerveuse de remplir le silence avec du bruit. Des questions sur l'accident, sur sa destination originale, sur ce qu'il faisait sur cette route si tard. Il ne répondait pas vraiment, ces monosyllabes qui fermaient chaque tentative de dialogue, ces regards qui retournaient à fixer le pare-brise ou moi, alternativement, avec une intensité qui rendait la route invisible. Je pensais peut-être qu'il avait mal à la tête à cause du choc, cette excuse médicale qui expliquait son comportement, mais cette explication ne suffisait pas à calmer la alarme qui grandissait dans mon ventre. De temps en temps, je jetais un coup d'œil vers le siège passager, cette vérification visuelle que je ne pouvais pas m'empêcher de faire. Et chaque fois, il me fixait, cette tête tournée de façon anatomiquement impossible vers moi alors que son corps restait face à l'avant. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, juste cette expression neutre qui était pire que n'importe quelle menace explicite, cette absence d'humanité qui suggérait que ceux qui étaient assis à côté de moi n'obéissaient pas aux mêmes règles émotionnelles que le reste de nous. J'ai commencé à me demander qui était cet homme que j'avais ramassé, cette question qui aurait dû être la première posée avant de l'aider. Je me sentais comme n'importe quelle personne normale aurait dû être reconnaissante pour mon aide après avoir été bloqué au milieu de nulle part. Cette attente de gratitude qui révélait ma propre naïveté. Mais il n'y avait rien, aucune reconnaissance, aucune tension de quelqu'un qui veut rentrer chez soi, juste cette présence qui semblait se contenter d'être là, d'attendre, d'observer. Heureusement, ou c'est ce que je croyais à l'époque, pas longtemps après le début du trajet, j'ai vu les lumières d'une petite ville devant moi. Ce n'était pas grand-chose, quelques néons de commerce et les lampadaires d'une rue principale, mais cela représentait la civilisation, la présence d'autres humains, la fin de cette solitude forcée. Mais alors que nous nous rapprochions, que je commençais à respirer plus librement, l'homme a commencé à se comporter encore plus étrangement. Il regardait beaucoup autour de lui, à l'intérieur de ma camionnette d'abord, ouvrant la boîte à gants sans demander la permission, vérifiant sous les sièges, cette fouille méthodique qui ne cherchait rien de précis mais qui semblait évaluer l'espace. Puis il a commencé à regarder à l'extérieur, aux fenêtres, avec une fréquence qui suggérait qu'il attendait quelque chose ou quelqu'un, qu'il cherchait un signe que je ne pouvais pas voir. Quand je me suis garé à la station-service, cette halte salvatrice qui marquait la fin de notre trajet forcé, j'ai senti une tension qui n'était pas la mienne, cette électricité dans l'air qui précède les orages ou les violences. J'ai garé la camionnette près des pompes, sous les néons qui créaient des ombres dures et définies, et j'ai demandé s'il avait besoin d'aide pour autre chose, cette politesse qui voulait être un congé. Il n'a pas répondu, cette absence de réponse qui était devenue son mode de communication principal. Mais j'ai senti la tension physique, cette rigidité dans ses épaules qui suggérait qu'il était en train de décider quelque chose, qu'il pesait des options que je ne pouvais pas connaître. J'ai essayé de briser ce silence qui devenait oppressant. Bon,
Eh bien, je vais reprendre la route alors. Merci de m'avoir choisi comme chauffeur. » Cette tentative de légèreté qui sonnait faux même à mes oreilles. L'homme a jeté un dernier regard autour de lui, cette évaluation finale de la situation, puis il a soudainement forcé son corps par-dessus le levier de vitesse, cette violence explosive qui ne laissait aucune place à la réaction. Il m'a poussé contre la portière avec une force qui a fait craquer le plastique du tableau de bord. Ses mains qui cherchaient ma gorge ou mes yeux, je ne savais plus trop dans cette panique soudaine. Il a commencé à me frapper, des coups lourds et sans technique qui portaient néanmoins toute la force de son corps, pendant que j'ouvrais la portière de toutes mes forces, cherchant l'air et l'espace pour m'échapper. Mais juste quand j'allais réussir à sortir, à tomber sur le béton humide de la station-service, la portière passager s'est ouverte brusquement de l'extérieur. Des mains que je n'avais pas vues arriver ont attrapé l'homme, l'ont tiré loin de moi avec une force qui contrastait avec la sienne par son efficacité professionnelle. J'essayais de reprendre mon souffle, encore à moitié sorti de ma camionnette, ne sachant toujours pas ce qui se passait jusqu'à ce que je réussisse à me redresser et à regarder autour de moi. Il y avait 2 voitures de police qui s'étaient garées sans que je les entende arriver, leurs gyrophares éteints, leurs moteurs encore chauds. Des officiers en uniforme tenaient l'homme au sol, celui qui avait été mon passager et qui était maintenant un prisonnier, ses membres écartelés sur le béton mouillé, son visage tourné vers moi avec une expression que je ne pourrais jamais oublier. Ce n'était pas de la colère d'avoir été interrompu, ni de la peur d'être capturé. C'était quelque chose de pire, de plus ancien, cette déception d'un prédateur qui a manqué sa proie par quelques secondes. Ils m'ont refusé de me donner tous les détails sur le champ, cette procédure qui veut que les témoins soient protégés de l'horreur complète jusqu'à ce qu'ils soient capables de l'entendre. Mais au fil des heures suivantes, dans le poste de police de cette petite ville où je n'étais jamais allé, j'ai appris la vérité qui a transformé cette nuit en quelque chose qui me hante encore. L'homme était en fuite après un crime grave, un meurtre dans une maison à 60 km de là, un vol de camionnette qui correspondait à la description de celle que j'avais trouvée accidentée. Mais ce n'était pas un accident, pas une perte de contrôle fortuite. Les policiers avaient trouvé la camionnette volée grâce à un signal GPS caché, ils l'avaient suivie jusqu'à cette route isolée. Quand ils avaient vu qu'elle était sortie de la route, ils avaient appelé pour que d'autres unités se postent à la station-service la plus proche, sachant que l'homme chercherait un autre véhicule pour continuer sa fuite. Ils ne savaient pas qu'il était avec moi quand j'avais tiré dans la station, ils pensaient qu'il tenterait de voler une voiture garée, pas qu'il attaquerait le conducteur d'une camionnette de livraison. Mais une fois qu'ils m'ont vu me faire agresser, une fois qu'ils ont vu l'homme passer à l'acte, ils sont intervenus avec cette violence contrôlée que la police réserve aux situations les plus dangereuses. Je ne sais pas s'il m'avait attaqué dans l'espoir de voler ma camionnette pour continuer sa fuite, ou si c'était parce qu'il avait vu les voitures de police arriver et qu'il avait pensé que je l'avais conduit dans un piège. Les 2 motivations étaient terrifiantes. Les 2 suggéraient que j'avais été considéré comme disposable, un obstacle à éliminer plutôt qu'une personne qui l'avait aidé. Mais ce que j'ai appris plus tard, ce que les enquêteurs m'ont révélé avec cette précaution des gens qui savent que certaines vérités marquent à jamais, c'est que l'homme n'était pas seul dans sa fuite, pas seul dans ses crimes. La camionnette accidentée contenait des traces de sang qui ne correspondaient pas à sa blessure inexistante, des cheveux longs pris dans les sièges, des empreintes de mains sur les vitres qui suggéraient une lutte. Il avait une passagère, une femme dont on n'a jamais retrouvé le corps, qui avait disparu entre le lieu du meurtre et cette route où je l'avais trouvée. Les policiers pensent qu'elle avait tenté de s'échapper pendant l'accident, que l'homme l'avait poursuivie dans les bois, et que quand il était revenu à la camionnette, il m'avait attendu, moi, ce nouveau véhicule, cette nouvelle opportunité. Mais ce qui me hante le plus, ce qui me réveille en sueur la nuit, c'est la question de ce qu'il aurait fait si les policiers n'étaient pas arrivés. Est-ce qu'il m'aurait simplement volé ma camionnette et m'aissé sur le bord de la route? Ou est-ce que j'aurais rejoint cette femme invisible dans les bois, cette victime dont le sang marquait les feuilles mais que personne n'a trouvé? Je sais maintenant que l'homme était creepy, cette intuition que j'avais ignorée par politesse, mais je n'avais aucune idée de combien de dangers je portais vraiment en lui ouvrant ma portière. Si ces policiers n'avaient pas été là, si leur timing avait été légèrement différent, je ne sais pas si je serais ici en ce moment à raconter cette histoire. Je ne sais pas si on m'aurait retrouvé, ou si j'aurais simplement disparu comme cette femme, devenue une statistique, une photo sur des affiches qui jaunissent. Depuis cette nuit, je ne m'arrête plus pour personne sur les routes isolées, peu importe l'accident, peu importe la détresse apparente. Je garde des portes verrouillées et des fenêtres fermées, et je passe devant les épaves sans ralentir, cette dureté que la survie exige. Car j'ai appris que dans l'obscurité des routes de nuit, parmi les accidentés et les perdus, se cachent des prédateurs qui comptent sur notre compassion pour nous attirer dans leurs pièges. Et que parfois, la seule façon de survivre est de devenir quelqu'un que nous ne voulions pas être. Quelqu'un qui passe sans regarder, qui laisse les autres à leur destin. Mais dans mes moments faibles, quand la pluie tambourine contre ma fenêtre comme elle l'a fait cette nuit-là, je pense à cette femme que je n'ai jamais vue, à ses cheveux dans les sièges de la camionnette, à son sang sur le volant. Je me demande si elle aurait pu être sauvée si j'avais été plus rapide, plus attentif, moins effrayé par la politesse et plus écouté mon instinct.
Et je me demande si elle erre encore dans ces bois, attendant que quelqu'un la trouve, ou si elle a rejoint les ombres qui hantent ces routes où les GPS perdent le signal et où les secours arrivent trop tard. Je m'appelle Tommy et j'ai commencé à faire Uber Eats l'année dernière. Cette décision naît du désespoir plus que de l'ambition. J'avais perdu mon emploi à temps partiel dans le commerce de détail. Cette fin brutale qui arrive à tant de jeunes sans prévenir, sans indemnité, sans explication autre que des réorganisations structurelles qui ne veulent rien dire pour ceux qu'elles broient. J'avais vu leur publicité partout, ces images de sourires parfaits et de voitures propres, ces promesses de liberté et de revenus faciles qui semblaient trop belles pour être vraies parce qu'elles l'étaient. Certains de mes amis étaient curieux sur le travail indépendant aussi. Cette nouvelle ère où l'on est censé être son propre patron tout en obéissant à des algorithmes invisibles. Alors j'ai pris le coup pour l'équipe pour découvrir si tout le battage médiatique était fondé. Ce n'était pas le cas. Cette vérité qui s'imposait rapidement sous le poids des réalités quotidiennes. Conduire avec une contrainte de temps, cette épée de Damoclès des minutes qui s'écoulent pendant que les feux restent rouges, qui transforme chaque intersection en source d'anxiété, rendait le travail vraiment stressant. Et parfois, après tout ce stress, après les kilomètres et l'essence dépensée, il ne restait que quelques dollars. Cette rémunération qui semblait calculée pour maximiser la frustration. J'étais seulement un adolescent. Mes seules factures étaient les paiements de ma voiture et l'assurance automobile. Ces chaînes dorées que mes parents m'avaient conseillé de prendre pour construire mon crédit. Alors gagner beaucoup d'argent n'était pas nécessaire pour survivre. Mais cela me semblait comme si on m'arnaquait pour le temps et le travail fourni, cette sensation d'exploitation que l'on ne peut pas quantifier mais qui s'accumule dans la rage silencieuse. J'avais repoussé le fait de chercher un autre emploi parce que j'étais paresseux. Cette confession qui me gêne encore. Parce que la familiarité de la misère est parfois plus confortable que l'effort du changement. Mais après ce qui s'est passé, j'ai démissionné immédiatement. Cette décision qui n'a pas nécessité de réflexion, qui a été aussi instinctive que le retrait d'une main d'un feu. Je n'ai jamais rouvert l'application, j'ai ignoré les emails de relance et les offres de primes de retour. J'ai effacé cette période de ma vie comme on efface un cauchemar dont on ne veut pas garder de traces. Cette nuit-là, j'avais récupéré une commande d'un restaurant chinois de la périphérie, cet établissement familial qui sentait toujours l'ail frit et le sésame brûlé, dont les propriétaires me reconnaissaient maintenant et me préparaient les commandes avec un sourire qui ne demandait pas de pourboire. Je ne me souviens pas que ce soit une commande particulièrement grande, pas de festin pour une famille nombreuse, juste une commande normale de taille modeste avec un paiement standard. Ce genre de livraison que l'on fait 10 fois par soirée sans y prêter attention. Je suis parti vers l'adresse du client, cette routine qui avait déjà perdu son caractère excitant pour devenir mécanique. En chemin, alors que je négociais les rues que je connaissais par cœur, j'ai reçu un texte dans l'application Uber Eats. Cette notification qui s'affiche avec le nom du client et qui semble toujours plus urgent qu'elle ne l'est. C'était mon client qui me demandait où j'étais. Cette question qui impliquait que j'étais en retard, que je traînais, que je manquais à mes obligations. Puis, avant que je ne puisse répondre, un autre texte est arrivé. Cette fois me disant de me dépêcher. Cette impatience agressive qui dépassait la simple frustration d'avoir faim. J'étais en train de conduire, cette activité qui demande suffisamment d'attention pour que l'on ne puisse pas répondre au texte en toute sécurité. Alors je n'ai pas pu répondre immédiatement. Mais j'étais confus et honnêtement un peu agacé. Cette irritation qui naît de l'injustice perçue. Je venais juste de récupérer la commande quelques minutes auparavant, le reçu dans l'application le prouvait, alors ce n'était pas comme si j'étais en retard ou que je faisais exprès de traîner. J'ai haussé les épaules, cette gestuelle que personne ne voyait mais qui me rassurait, et j'ai pensé que c'était juste une erreur de leur part, une confusion sur l'heure de commande ou une impatience exagérée. L'adresse n'était pas loin, seulement environ 10 minutes de route normale, 15 avec les feux rouges et la circulation légère du soir. C'était dans le quartier moins bien loti de ma ville, cette zone que l'on évite en journée et que l'on traverse rapidement la nuit, avec des maisons vieilles et petites qui semblent s'affaisser sous le poids des années et des négligences. C'est drôle d'ailleurs, ou c'est ce que je pensais avant cette nuit, parce que les clients dans les maisons plus petites et moins chères donnaient généralement plus de pourboire que les gens riches, cette générosité relative qui semblait compenser la modestie des moyens. C'était comme si ceux qui avaient moins comprenaient mieux la valeur du travail, ou peut-être qu'ils avaient simplement plus d'empathie pour ceux qui faisaient des livraisons tard dans la nuit. De toute façon, je me suis garé à côté de leur driveway. Cette allée courte qui menait à une maison de plain pied avec un toit de bardeaux qui avait vu meilleur jour. Je suis sorti de ma voiture, tenant leur sac de nourriture avec cette familiarité qui fait que l'on ne pense plus à ce que l'on transporte, et j'ai commencé à marcher vers la porte. Ce qui a attiré mon attention immédiatement, cette anomalie qui a fait sonner la première alarme silencieuse dans ma tête, c'est que la maison avait toutes ses lumières éteintes. Pas une seule fenêtre illuminée, pas de veilleuse sur le porche, pas de silhouette qui bougeait derrière les rideaux. Ce n'était pas la chose la plus effrayante au monde, les gens sortent, les gens dorment tôt, mais c'était quelque chose que j'ai noté, cette observation qui s'inscrivait dans la mémoire sans que je sache encore pourquoi. Quand je me suis approché de la porte d'entrée, j'ai frappé rapidement, 3 coups secs qui résonnèrent dans ce qui semblait être un espace vide,
Puis j'ai sorti mon téléphone pour prendre la photo requise par l'application, celle qui prouve la livraison et protège contre les réclamations frauduleuses. J'ai positionné le sac sur le porche, ce petit espace couvert qui sentait le bois pourri et l'humidité ancienne, et j'ai levé mon téléphone pour cadrer. Mais juste au moment où j'ai appuyé sur le déclencheur, juste quand le flash a illuminé brièvement la scène, une voix a crié de ma gauche. « Ah !» Ce n'était pas un salut amical. Cette intonation qui portait de l'impatience et quelque chose de plus sombre. J'ai sursauté, ce mouvement involontaire qui a failli me faire lâcher le téléphone, et j'ai tourné la tête vers la source du son. Un homme se tenait debout par le coin de la maison, cette position qui suggérait qu'il m'avait observé approcher, qu'il attendait là dans l'obscurité pendant que je marchais vers la porte sans le voir. Il était dans l'ombre, seulement visible par la lumière faible qui venait de la rue, une silhouette sans détail précis, mais avec une présence qui remplissait l'espace. J'ai répondu gauchement, ce salut qui est à la fois une question et une défense, cette politesse automatique qui masque la méfiance naissante. L'homme a commencé à marcher vers moi, ce mouvement qui semblait calculé pour me bloquer entre la porte et l'endroit où il se trouvait, et j'ai vu qu'il sortait quelque chose de sa poche. C'était une clé, une seule clé sur un anneau vide, cette simplicité qui était étrangement plus inquiétante qu'un trousseau complet. « Je ne sais pas ce qui vous a pris si longtemps », a-t-il dit, cette phrase qui accusait sans donner de contexte, qui supposait une relation qui n'existait pas. Il a marché devant moi, cette proximité qui violait l'espace personnel conventionnel, et il a tenu la clé simple en l'air, cette présentation théâtrale qui semblait exiger une réaction de ma part. Puis il a déverrouillé la porte d'entrée, ce déclic du loquet qui résonna dans la nuit silencieuse comme un coup de feu. La porte s'est ouverte sur une obscurité totale, cette absence de lumière à l'intérieur qui confirmait que personne n'était censé être là, que cette maison était vide ou que ceux qui l'habitaient normalement étaient absents. J'étais incrédule, cette sensation qui mêle la stupeur et la peur naissante. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je suis juste resté là comme un idiot, cette immobilité qui est parfois la seule réponse possible face à l'absurde. L'homme a tourné la tête vers moi, cette invitation silencieuse qui n'était pas une invitation du tout, et il a parlé avec une voix qui avait changé, qui était devenue plus basse, plus pressante. « Venez ici, j'ai besoin de votre aide. Puisque vous avez pris votre temps pour conduire, ce sera rapide. » Il attendait près de la porte, la tenant ouverte de son corps, cette posture qui bloquait la vue de l'intérieur mais qui suggérait un espace derrière lui. J'ai répondu, cette fois avec une fermeté que je ne sentais pas complètement. « Non, ça va, je devrais vraiment retourner au travail. » Cette excuse professionnelle qui est aussi un bouclier, cette référence à d'autres obligations qui justifie le refus sans expliquer la peur. L'homme a changé d'expression, cette transformation rapide qui était plus révélatrice que n'importe quel discours. Il avait l'air en colère maintenant, cette colère qui ne cherchait pas à être dissimulée, qui était brute et visible. Il a fait un pas vers moi, cette réduction de la distance qui était une menace physique, et il a tendu la main comme s'il essayait de m'attraper, de me tirer vers la porte ouverte. J'ai fait un mouvement brusque, cette réaction de survie qui m'a fait éviter sa main de justesse, et j'ai reculé, marchant à reculons vers le driveway, cherchant la sécurité de ma voiture qui semblait soudainement très loin. Et c'est à ce moment, juste quand j'atteignais l'allée, que des phares brillants ont éclairé sur moi, cette lumière aveuglante qui est venue du fond de la rue. Ce n'était pas une voiture qui passait, c'était une voiture qui s'arrêtait, qui se garait, qui bloquait la sortie. L'homme près de la porte a réagi instantanément. Cette fuite qui confirmait sa culpabilité mieux que n'importe quel aveu. Il a couru dehors, contournant la maison par le côté, cette trajectoire qui le faisait disparaître dans l'obscurité du jardin arrière, laissant la porte d'entrée ouverte derrière lui comme une bouche béante. La voiture qui s'était garée dans le driveway s'est révélée être une berline familiale, ce véhicule conventionnel qui déchargeait des passagers terrifiés, les vrais propriétaires de la maison qui rentraient de dîner. Ce qui s'est passé ensuite a été un chaos de questions et de réponses partielles, d'appels à la police et d'explications hachées. L'homme que j'avais rencontré à la porte ne vivait pas là. Cette évidence qui s'imposait dès que les propriétaires ont vu leur porte ouverte avec une clé qui n'était pas la leur. Ils n'avaient aucune idée de qui il était, cette ignorance qui était aussi effrayante que rassurante, ni comment il avait obtenu une clé de leur maison, cette question qui restait sans réponse et qui hante encore mes nuits. Nous avons appelé la police, cette procédure qui semblait interminable alors que l'adrénaline retombait et que la peur réelle commençait. J'ai expliqué la situation, cette narration qui devenait plus cohérente à mesure que je la racontais, les textes urgents qui demandaient de me dépêcher, la maison sombre qui attendait, l'homme qui avait une clé et qui voulait que j'entre. Sachant tout maintenant, avec la compréhension qui vient du recul et de l'information complète, cela faisait plus de sens, cette logique terrifiante qui se dessinait. L'homme savait probablement que les propriétaires pourraient rentrer à n'importe quel moment, cette incertitude qui expliquait son impatience. Il voulait que j'arrive avant leur retour, ce timing précis qui aurait fait de moi un témoin involontaire ou pire, un complice sans le savoir, un alibi vivant pour quelque chose que je n'avais pas encore compris. Il avait besoin de temps,
Ce temps que je lui avais refusé par ma lenteur relative, pour faire ce qu'il avait prévu de faire dans cette maison vide avant qu'elle ne soit occupée à nouveau. Mais ce que la police a découvert par la suite, ce que les enquêteurs m'ont révélé dans les jours suivants avec cette précaution des gens qui savent que certaines vérités changent à jamais la perception du monde, a transformé cette nuit en quelque chose de bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. La clé que l'homme avait utilisée n'était pas une copie récente. Ce n'était pas le fruit d'un vol de sac à main ou d'une reproduction rapide dans une quincaillerie. C'était une clé ancienne, usée par des années d'utilisation, avec des marques qui correspondaient à la serrure originale de la maison, installée 15 ans auparavant quand les propriétaires avaient emménagé. Les policiers ont trouvé des traces dans la maison, des indices d'une occupation régulière qui n'étaient pas celles des propriétaires légitimes. Des empreintes de pas dans la poussière des placards rarement ouverts, des empreintes digitales sur des objets que la famille n'avait pas touchés depuis des mois. Des empreintes de dents sur des bouteilles dans le réfrigérateur, cette intimité violente qui suggérait que l'homme se servait dans leur nourriture, vivait parmi eux sans qu'ils le sachent. Et puis il y avait les marques dans le grenier, cet espace que personne n'avait inspecté depuis des années, où les policiers ont trouvé un matelas, des vêtements, des journaux datant de plusieurs années et des photos. Des photos des propriétaires, prises pendant leur sommeil, pendant leur repas, pendant leurs moments les plus privés dans ce qu'ils croyaient être l'intimité de leur foyer. Des photos de moi aussi, cette découverte qui a fait basculer ma compréhension de la situation. L'homme m'avait photographié alors que je marchais vers la porte, ce cliché qui prouvait qu'il m'attendait, qu'il savait que je viendrais, qu'il avait commandé cette livraison spécifiquement pour me voir, pour m'évaluer, pour décider si j'étais celui qu'il cherchait. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce qui m'a fait comprendre que j'avais échappé à quelque chose de bien pire qu'un simple vol ou qu'une agression, c'est ce qu'ils ont trouvé dans le sous-sol. Une pièce que les propriétaires ne connaissaient pas, aménagée derrière une fausse cloison dans la cave, accessible seulement par une porte dissimulée derrière des étagères de conserve. À l'intérieur, des menottes fixées au mur, des outils que je refuse de décrire en détail, et des registres, des carnets remplis de noms et de dates, de descriptions détaillées de personnes qui avaient disparu dans la région au cours des 10 dernières années. Des livreurs surtout, cette catégorie professionnelle que personne ne remarque vraiment, qui entre et sortent des maisons sans laisser de traces dans la mémoire collective. Des noms que la police a pu relier à des dossiers classés, des disparitions non résolues, des corps jamais retrouvés. Et mon nom, écrit avec une date, celle de cette nuit, avec une note qui disait simplement approprié, mais trop méfiant. J'avais été évalué, jugé, et finalement rejeté parce que j'avais refusé d'entrer, parce que quelque chose dans mon attitude avait signalé que je ne serais pas une victime facile. Je n'ai toujours pas de réponse complète pour ce qui s'est passé cette nuit, pour ce qui aurait pu se passer si les propriétaires étaient rentrés 5 minutes plus tard ou si j'avais accepté de suivre l'homme à l'intérieur. Je ne pense pas que je les aurai jamais. Ces réponses qui reposent sur des spéculations et sur les déclarations partielles d'un homme qui s'est suicidé en prison avant son procès, emportant ses secrets avec lui. Mais j'ai arrêté de faire des livraisons. Cette décision qui ne nécessite plus d'explication maintenant que je connais l'existence de ces prédateurs qui utilisent nos applications, nos algorithmes, notre confiance dans la technologie pour sélectionner leur proie. Je pense parfois à cette clé unique sur son anneau vide, et je me demande combien d'autres existent, combien d'autres maisons ont des portes qui s'ouvrent sur des secrets, des occupants invisibles qui vivent parallèlement à nos vies sans que nous le sachions. Je me demande si l'homme avait des complices, si d'autres attendent dans d'autres greniers, d'autres caves, d'autres espaces cachés, observant, notant, choisissant. Et je me demande si un jour, quelqu'un d'autre recevra cette commande urgente, cette demande de se dépêcher, cette invitation à entrer dans une maison sombre où quelqu'un attend avec une clé qui ouvre plus que des portes. Je conduis pour Postmat 3 à 4 jours par semaine. Cette flexibilité qui est à la fois la promesse et le piège de l'économie des gigs. Cela dépend de mon autre emploi. Ce travail de jour dans un entrepôt qui paie les factures réelles, le loyer, l'électricité, les assurances qui protègent contre des catastrophes que l'on ose imaginer. La conduite est mon travail indépendant relaxant. Cette description que je répète aux gens qui me demandent pourquoi je fais cela, comme si le mot « relaxant » pouvait masquer la réalité des heures perdues dans la circulation et de l'usure silencieuse du véhicule. Je le fais pour aider à payer des choses supplémentaires que je veux, ces vacances qui semblent toujours trop lointaines, ces vêtements qui promettent une identité que je n'arrive pas à atteindre, pendant que mon autre emploi paie les nécessités de base. Alors je ne prends jamais la livraison trop au sérieux, cette distance émotionnelle qui est censée me protéger. Je fais juste mon travail, ces allers-retours mécaniques entre les restaurants et les adresses, et si je ne finis pas par gagner beaucoup d'argent une nuit, ce n'est pas grave, cette indifférence calculée qui justifie l'absence d'effort. Je ne chasse pas les primes, je n'accepte pas les commandes trop éloignées. Je ne mets pas la pression sur moi-même pour atteindre des objectifs que l'application définit sans me consulter. Ce jour-là, j'avais commencé juste quand j'ai fini le travail régulier, vers 20 h. Cette transition rapide qui consiste à changer de chemise dans la voiture et à allumer l'application avant même d'avoir quitté le parking de l'entrepôt. À 22 h,
J'avais fait une quantité décente d'argent, plus que la plupart des nuits où je m'arrête plutôt par fatigue ou par découragement. Bien que j'arrête habituellement à cette heure, cette limite que je m'étais fixée sans vraiment savoir pourquoi, je me suis demandé pourquoi arrêter quand ça allait bien. Cette logique de jeu qui veut que l'on continue quand la chance semble tourner. J'ai décidé de continuer jusqu'à ce que je sois soit trop fatigué pour conduire en sécurité, soit que les commandes cessent de venir, ce seuil théorique que je n'avais jamais vraiment atteint. J'ai accepté la prochaine commande qui est apparue sur mon écran, cette notification familière avec le nom du restaurant et le montant estimé, et je suis parti vers le restaurant. C'était une commande de taille moyenne de chez Wendy's, cette chaîne que je connaissais bien, avec un pourboire régulier qui ne promettait rien d'extraordinaire mais qui garantissait un revenu prévisible. Rien d'inhabituel, cette normalité qui allait se révéler être une façade. Je suis passé au drive, cette routine où je donne le numéro de commande et j'attends que le sac apparaisse à la fenêtre suivante. J'ai récupéré la nourriture, encore chaude à travers le papier, et j'ai cliqué sur « Démarrer l'itinéraire » sur mon téléphone. Cette action qui transforme le livreur en navigateur, qui nous rend dépendants de la voie synthétique qui connaît des chemins que nous n'avions pas remarqués. Sauf que ce n'était pas vers une maison, cette destination habituelle avec son numéro de rue et son quartier reconnaissable. C'était un emplacement GPS défini près d'une épicerie, 15 minutes de route dans une direction que je n'avais pas prise depuis des mois. J'avais eu des livraisons commandées vers des épiceries ou d'autres lieux de travail, ces employés qui ne peuvent pas quitter leur poste et qui paient pour la commodité d'avoir leur repas livré à leur porte de service. Mais c'était seulement étrange parce qu'ils n'avaient pas mis le magasin comme adresse, ils avaient utilisé un emplacement GPS exact à la place. Ces coordonnées précises qui suggéraient quelqu'un qui savait exactement où il voulait que j'aille, qui ne voulait pas laisser de place à l'interprétation. De toute façon, j'ai démarré, cette confiance dans la technologie qui remplace la méfiance instinctive, cette habitude de suivre les directions sans questionner leur logique. Quand je suis arrivé au parking près de l'épicerie, j'ai remarqué immédiatement qu'il était vide, cette absence qui était anormale même à cette heure. Les grands magasins ont toujours quelques voitures, des employés qui finissent leur quart, des clients qui traînent, des livreurs comme moi qui attendent leur prochaine commande. Mais là, rien, juste le bitume humide qui reflétait les néons de l'enseigne principale, ces lumières qui semblaient éclairer un espace sans vie. Je me suis garé juste devant l'entrée principale, cette position qui me semblait la plus logique, et je suis sorti avec la nourriture, ce sac qui semblait soudainement plus lourd qu'il ne devait l'être. J'ai regardé autour, cette vérification visuelle qui cherchait des signes d'activité humaine. L'épicerie était fermée, ses portes automatiques verrouillées, ses lumières intérieures réduites au minimum de sécurité. J'ai envoyé un texte au client, cette notification automatique qui indique que je suis arrivé, et ils ont répondu immédiatement, cette rapidité qui suggérait qu'ils attendaient, qu'ils surveillaient. Ils disaient qu'ils étaient derrière le bâtiment, à l'arrière, et que je devrais les voir juste quand je tournerais le coin. Cette instruction précise qui éliminait le choix, qui dictait mon mouvement. J'étais définitivement sceptique maintenant, cette méfiance qui montait en moi comme une marée. Mais j'ai remonté dans ma voiture, cette protection métallique qui semblait plus sûre que l'extérieur, et j'ai fait le tour du bâtiment, mes phares coupant l'obscurité qui s'étendait derrière le magasin. Il ne semblait y avoir rien là-bas, ce constat qui aurait dû me faire demi-tour immédiatement. Juste un parking secondaire plus petit, avec quelques voitures garées au fond près d'un autre magasin qui était également fermé, ces silhouettes de véhicules qui semblaient abandonnés depuis des heures. Je me suis arrêté et j'ai regardé. Cette inspection qui ne révélait aucune présence humaine, aucune lumière de téléphone, aucune silhouette qui attendait. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir un sentiment vraiment malaisant, cette certitude intestinale qui transcende la logique rationnelle. Je pensais que cela ne valait peut-être pas le coup, cette livraison qui me demandait d'entrer dans un espace qui me semblait hostile sans pouvoir en expliquer la raison. J'ai remis la voiture en conduite, cette décision de partir qui était sur le point d'être exécutée, quand mon téléphone a commencé à vibrer. « Et, nous arrivons juste maintenant, nous serons là dans une minute », a dit une voix masculine, cette promesse qui contredisait l'absence visible. La ligne s'est coupée immédiatement après, ce raccrochage brutal qui ne laissait pas de place aux questions. J'ai regardé autour encore, cette confirmation visuelle qui n'avait pas changé, me sentant encore plus mal à l'aise, cette tension qui s'accumulait dans mes épaules et dans ma mâchoire. Quelque chose ne sentait pas bon, cette expression qui ne décrit pas une odeur mais une réalité, une intuition qui hurlait de partir. J'ai fait un demi-tour court, cette manœuvre qui voulait être rapide mais qui semblait se dérouler au ralenti, et j'ai commencé à repartir par où je suis venu, cherchant la sortie du parking comme on cherche une issue de secours. Mais avant que je ne puisse atteindre la rue, avant que la sécurité de la circulation normale ne soit accessible, quelqu'un a couru devant ma voiture. Cette apparition soudaine qui m'a fait donner un coup de frein brutal. Cette silhouette qui a émergé de l'obscurité entre deux poteaux de lumière, tenant ses mains en l'air en un signe d'arrêt universel. J'ai freiné, sentant l'ABS vibrer sous mon pied, et la personne s'est approchée de ma fenêtre. C'était un homme, cette identification qui ne me rassurait pas,
qui souriait d'une façon qui n'atteignait pas ses yeux. « Et vous avez ma commande » a-t-il dit, cette affirmation qui était aussi une question, cette familiarité qui n'était pas justifiée. J'ai attrapé le sac sur le siège passager, ce réflexe de service qui avait remplacé la prudence, et j'ai baissé la fenêtre, tendant le sac vers lui dans un geste qui voulait être définitif, qui voulait dire « Voici votre nourriture, maintenant laissez-moi partir ». Mais il ne l'a pas pris, cette non-réaction qui a prolongé le contact artificiellement. Je me sentais stupide, cette émotion qui mêle l'humiliation et la peur, tenant le sac tendu pendant qu'il me regardait fixement, sans bouger, sans parler. Et puis j'ai entendu un pas silencieux de l'autre côté de la voiture, ce son que j'aurais dû anticiper, cette présence que je n'avais pas vérifiée. Avant que je ne puisse tourner la tête, avant que la peur ne puisse se transformer en action, la porte arrière s'est ouverte brusquement. Cette intrusion violente qui a fait sauter mon cœur dans ma poitrine. J'ai laissé tomber le sac par la fenêtre, cette libération soudaine qui était aussi un abandon, et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le moteur a hurlé, les pneus ont crissé sur le bitume humide, et la voiture a bondi en avant. L'homme près de ma fenêtre a crié après moi pour que je m'arrête. Cette commande qui devenait une menace, mais je ne l'ai pas écoutée, je ne l'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai entendu des bruits à l'arrière, des mouvements qui suggéraient que quelqu'un était entré dans ma voiture pendant que j'accélérais, que le piège s'était refermé partiellement malgré ma fuite. Celui qui était entré par la porte arrière a atteint en avant, ses mains cherchant le levier de vitesse, essayant de passer ma voiture en stationnement pendant que nous roulions encore. Cette action suicidaire qui aurait pu nous tuer tous les deux. J'ai senti ses doigts effleurer mon épaule, cette proximité physique qui me glaçait le sang, mais après avoir échoué plusieurs fois à trouver la prise, il a sauté de la voiture en mouvement. J'ai vu dans le rétroviseur sa silhouette heurter le trottoir, se relever avec une agilité qui suggérait que la chute n'avait pas été aussi dure qu'elle aurait dû l'être, et courir vers l'homme qui attendait avec le sac de nourriture abandonné. Ils se sont enfouis ensemble dans l'obscurité entre les bâtiments, cette disparition qui était aussi terrifiante que leur apparition. J'ai tourné le coin, quitté ce parking maudit, rejoint la route principale où d'autres voitures circulaient, où la normalité semblait avoir survécu. Mais je savais que je venais d'échapper à quelque chose, que ce n'était pas une livraison ratée ou une rencontre maladroite, que c'était un piège qui avait failli se refermer sur moi. La police n'a pas été d'une grande aide, cette réponse bureaucratique qui est aussi une forme d'abandon. Ils ont pris mon rapport, ces questions standardisées qui ne capturent pas l'horreur de la situation, et ils ont dit qu'ils feraient ce qu'ils pourraient, cette promesse vide qui ne s'est jamais concrétisée. Ils ne m'ont jamais donné de mise à jour, cette absence de suivi qui suggérait que mon cas n'était pas prioritaire, que je n'avais pas été blessé, que ma voiture n'avait pas été volée, que donc rien de grave ne s'était vraiment passé. J'ai été stupide d'être tombé dans leur piège, cette autocritique qui est aussi une forme de culpabilité survivante. Mais en faisant des recherches dans les semaines suivantes, cette curiosité morbide qui cherche à comprendre ce que l'on a échappé, j'ai découvert quelque chose qui a transformé ma stupéfaction en terreur. 2 semaines avant mon incident, un autre livreur avait disparu pendant une livraison active dans une ville voisine. Cette proximité géographique qui ne pouvait pas être une coïncidence. Il y avait eu des recherches, des appels à témoins, des photos sur les réseaux sociaux, mais aucune piste, aucun suspect, aucune explication. Sa voiture n'avait jamais été retrouvée non plus. Cette disparition complète qui suggérait une organisation, une méthode, une expérience dans ce genre d'opération. Et puis il y avait les rumeurs, ces murmures sur des forums de livreurs que je n'avais jamais consultés avant cette nuit, où des gens racontaient des histoires similaires. Des commandes vers des lieux abandonnés, des clients qui insistaient pour qu'on vienne à l'arrière des bâtiments, des tentatives d'entrer dans les voitures, des hommes qui attendaient dans l'obscurité avec des sourires qui ne touchaient pas leurs yeux. Je pense maintenant que cela aurait pu être ces 2 mêmes hommes, cette paire que j'avais vue, qui faisait quelque chose de terrible que je ne peux même pas commencer à imaginer. Je pense à ce livreur disparu, à sa famille qui n'a pas de réponse, à sa voiture qui est quelque part, peut-être dans un autre état, peut-être au fond d'un lac, peut-être démontée pièce par pièce dans un garage isolé. Et je me demande si je suis le seul à m'être échappé, si d'autres ont réussi à partir avant que le piège ne se referme, ou si je suis une anomalie statistique, le seul survivant d'une méthode qui fonctionne généralement parfaitement. Ce qui me hante le plus, ce qui me fait vérifier ma portière arrière 3 fois avant de démarrer et qui me fait refuser toute livraison vers un parking après 21 heures, c'est la question de ce qui se serait passé si je n'avais pas entendu la portière arrière, si j'avais été distrait par la radio ou par mes pensées, si l'homme qui est entré avait réussi à me maîtriser avant que je ne puisse accélérer. Je pense à ce qu'ils auraient fait de moi, dans cet espace derrière l'épicerie, ou dans un autre lieu que je ne connais pas, et je sais que je ne veux jamais le savoir vraiment. Mais dans mes nuits d'insomnie, quand le vent fait craquer la carrosserie de ma voiture garée dehors, j'entends parfois ce pas silencieux, celui qui approche de la porte arrière, celui qui ne devrait pas être là. Et je me réveille en sursaut, le cœur battant, à moitié convaincu que cette fois ils ont trouvé où je vis, qu'ils attendent que je sorte pour vérifier, qu'ils comptent sur ma curiosité pour me faire quitter la sécurité de ma maison.
Car j'ai appris cette nuit-là que certains prédateurs ne chassent pas par hasard. Ils sélectionnent, ils préparent, ils attendent le moment parfait. Et que parfois, le seul choix qui sauve est celui qui semble impoli, celui qui abandonne la nourriture et la courtoisie pour la survie brutale et sans excuse. J'étais livreur pour Pizza Hut pendant l'université, ce travail que j'avais choisi parce qu'il me permettait d'étudier entre les commandes, ces pauses imprévisibles où le livre de philosophie ou de littérature comparée devenait soudainement accessible. Un tas de mes copains de l'école travaillaient aussi là-bas, cette communauté d'étudiants qui se reconnaissaient dans leurs uniformes rouges et leurs voitures qui sentaient l'ail et le fromage. Alors l'endroit était décontracté et parfois même amusant, cette camaraderie née du partage d'une misère relative. Nous nous racontions des histoires entre les commandes, nous inventions des vies pour les clients qui ne répondaient pas à la porte, nous transformions la routine en jeu pour que le temps passe plus vite. L'endroit devenait vraiment occupé avec des livraisons jusqu'à 19 à 20 heures. Cette vague du dîner qui submergeait, puis se retirait comme une marée prévisible. Puis il y avait une chute soudaine des commandes. Ce silence qui tombait vers 21 heures et qui durait jusqu'à la fermeture, ponctué seulement par les appels sporadiques des clients nocturnes, ceux qui mangeaient tard ou qui avaient oublié de commander plus tôt. Notre établissement acceptait les commandes de livraison jusqu'à 23 heures, puis ne prenait que les commandes à emporter jusqu'à minuit, cette limite arbitraire qui semblait avoir été fixée il y a des décennies et jamais remise en question. C'était un samedi soir, cette soirée de week-end qui porte en elle la promesse d'excitation et qui délivre généralement juste plus de travail que les autres jours. Il était plus occupé que la plupart des autres soirs. Cette affluence qui nous avait fait retarder le nettoyage habituel, qui nous avait gardés sur nos pieds pendant des heures. Mais après 21h30, le silence était retombé, cette absence soudaine qui était presque physique, comme si quelqu'un avait coupé le son d'une pièce bruyante. Nous avions eu quelqu'un qui venait chercher une commande vers 22h15, ce client habituel qui ne voulait jamais payer pour la livraison et qui arrivait toujours avec 5 minutes de retard, mais nous n'avions rien d'autre jusqu'à 22h50. C'est alors que le téléphone a sonné, cette sonnerie qui semblait plus forte que d'habitude dans le silence récent, qui nous a fait sursauter tous les deux, moi et Marcus qui était derrière le comptoir. J'ai décroché, cette habitude qui me faisait répéter la même phrase depuis des mois. « Allô, Pizza Hut, comment puis-je vous aider ?» J'ai attendu une seconde, cette pause qui était devenue si familière que je la remarquais à peine, mais cette fois elle s'est prolongée, s'est étirée dans quelque chose d'inconfortable. Je pouvais entendre une respiration légère de l'autre côté, ce son de l'air qui entre et sort d'un corps humain, mais il ne répondait pas, cette absence de voix qui devenait rapidement inquiétante. « Allô ?» ai-je répété, cette fois avec une intonation qui cherchait à masquer la méfiance naissante. Et puis finalement, une femme a commencé à parler. Sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu avant dans ce téléphone. Cette qualité qui transcendait les mots pour toucher directement l'émotion. Elle parlait doucement, presque en chuchotant, comme si elle craignait d'être entendue par quelqu'un d'autre que moi, comme si le téléphone lui-même était un témoin indésirable. Et elle avait une voix tremblante, cette vibration qui suggérait la peur, la tension, l'effort de contrôle sur une émotion qui menaçait de déborder. Elle a demandé une petite pizza pepperoni, cette commande simple et directe qui contrastait avec la complexité de sa voix, à livrer à son adresse. J'ai dit d'accord, cette acceptation automatique qui était notre mode de fonctionnement, et j'ai commencé à noter les détails. L'adresse qui était dans un quartier que je connaissais, une maison individuelle à quelques rues de là. Mais juste avant de raccrocher, quelque chose en moi, cette intuition qui ne s'explique pas mais qui ne se trompe presque jamais, m'a fait poser une question que je ne posais jamais. « Est-ce que vous allez bien ?» ai-je demandé, cette formulation banale qui portait pourtant toute mon inquiétude soudaine. Il y a eu une pause, ce silence qui était différent du premier, qui semblait peser le pour et le contre de la réponse. Puis elle a dit qu'elle allait très bien, cette affirmation qui était aussi une négation, qui sonnait faux même à travers la compression téléphonique. Et elle a raccroché, cette fin brutale qui ne laissait pas de place à d'autres questions, qui me laissait avec mon malaise et mon doute. J'ai envoyé la commande dans le système, cette procédure mécanique qui continuait indépendamment de mes émotions, et 15 minutes plus tard je me suis mis en route, cette livraison qui ne me semblait plus routinière. La maison était à quelques pâtés de maison seulement, cette proximité qui aurait dû être rassurante mais qui ne l'était pas. Il n'y avait pas d'autres voitures dehors, cette absence qui était normale à cette heure mais qui semblait soudainement significative. Je suis arrivé en quelques minutes, ce trajet court qui ne m'a pas laissé le temps de me calmer, de trouver une explication rationnelle pour mon anxiété. Alors que je montais leur driveway et que je me garais, j'ai vu une lourde lumière qui venait de l'arrière de la maison, autour du garage où se trouvait apparemment la porte d'entrée principale, cette architecture qui privilégiait l'accès des véhicules à celui des piétons. J'ai pris la pizza, cette chaleur qui me rassurait par sa normalité, et le reçu, ce papier qui représentait la fin de la transaction. Et alors que je regardais en arrière, préparant mon approche, j'ai vu la lumière constamment s'allumer et s'éteindre, ce clignotement qui n'était pas rythmé comme celui d'une ampoule défectueuse. C'était comme si quelqu'un marchait devant la source lumineuse,
Cette silhouette qui bloquait et débloquait la lumière de façon irrégulière, qui suggérait un mouvement agité, précipité, peut-être même paniqué. J'ai contourné le garage, cette structure qui masquait la vue de la porte d'entrée, et j'ai réalisé que la lumière venait de l'intérieur de la maison, brillant par la porte d'entrée qui était ouverte sur une obscurité partielle. Ce n'était pas une lumière d'accueil, cette illumination qui dit que quelqu'un vous attend. C'était quelque chose de plus cru, de plus fonctionnel, comme si on avait allumé la lumière pour voir quelque chose de précis, pour accomplir une tâche qui ne tolérait pas l'obscurité. J'ai marché vers le porche, mes pas qui résonnaient sur le bois humide, et avant même d'atteindre la porte, j'ai entendu des pas qui se précipitaient dans les escaliers à l'intérieur. Ce n'était pas le son d'une personne qui descend normalement, cette cadence régulière que l'on associe au mouvement quotidien. C'était rapide, presque violent, comme si quelqu'un courait ou traînait quelque chose de lourd. Et puis un homme est apparu dans l'encadrement de la porte, cette présence qui bloquait la lumière et me plongeait dans son ombre. Il était grand, cette stature qui imposait immédiatement, et corpulent, cette masse qui semblait remplir l'espace disponible. Il était chauve, cette tête luisante qui reflétait la lumière derrière lui de façon étrange. Mais ce qui était vraiment bizarre, ce qui a fait que mon cerveau a mis une seconde de plus à processer la scène, c'est qu'il était complètement essoufflé. Il prenait de grandes respirations, cette respiration qui fait soulever les épaules et gonfler la poitrine, qui demandait un effort visible pour extraire l'air de l'environnement. Il avait de la sueur qui dégoulinait de sa tête, ces gouttes qui brillaient dans la lumière artificielle et qui semblaient contradictoires avec la fraîcheur de la nuit. Bien sûr, il aurait pu juste faire de l'exercice, cette explication rationnelle qui se présentait immédiatement. Il aurait pu courir dans la maison pour arriver à la porte à temps, il aurait pu monter et descendre les escaliers pour une raison quelconque. Mais l'expression sur son visage, cette composition de traits qui ne correspondait à aucune situation normale, rendait toute explication insuffisante. Il avait l'air en colère, cette émotion qui semblait encore fraîche, qui n'avait pas eu le temps de se dissiper. Et frustré, cette frustration qui était dirigée vers moi, qui me disait que ma présence était un problème, une interruption, quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il ne désirait pas. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi mécontent que leur pizza arrive. Cette constatation qui aurait dû être drôle dans d'autres circonstances, mais qui était terrifiante dans le contexte. Je lui ai demandé si la commande était correcte, cette formalité qui me permettait de vérifier qu'il n'était pas le commanditaire, cette question qui voulait confirmer que la femme au téléphone existait réellement. Ce qui m'a fait repenser à la femme, à sa voix tremblante, à sa question de savoir si elle allait bien. Tout mettre ensemble créait un scénario possible dans ma tête. Cette construction qui n'était pas encore complète, mais qui était déjà effrayante. J'ai dit le total, ce montant qui semblait absurde maintenant, et j'ai tendu à l'homme le reçu, ce papier qui représentait la fin de mon obligation officielle. « Attendez, j'ai besoin de mon portefeuille », a-t-il dit, cette phrase qui justifiait son immobilité, qui me demandait d'attendre alors que chaque fibre de mon être me criait de partir. Il a marché dans le couloir, cette direction qui menait vers ce que j'assumais être la cuisine, et j'ai attendu sur le porche, cette position qui me maintenait à la lumière entre l'extérieur et l'intérieur, entre la sécurité et le danger. Et pendant que j'attendais, j'ai entendu un son qui venait de l'étage supérieur, de l'intérieur de la maison, au-dessus de là où je me tenais. C'était un bruit sourd, ce son de quelque chose de lourd qui heurtait une surface dure, comme si quelqu'un frappait le mur avec un poing ou avec un objet. Je l'ai entendu à nouveau, cette fois plus fort, plus proche de l'escalier, comme si la source du bruit se déplaçait. Et puis quelques secondes plus tard, l'homme est revenu en courant dans le couloir, cette précipitation qui ne correspondait pas à la simple récupération d'un portefeuille. Il a attrapé la boîte de mes mains avec une force qui a failli me faire tomber, a jeté de l'argent sur moi sans compter, des billets qui se sont éparpillés sur le porche, puis il a claqué la porte au nez. Ce n'était pas un claquement de politesse, cette fermeture contrôlée qui marque la fin d'une interaction. C'était violent, brutal, cette barrière qui se refermait avec une force qui faisait vibrer le cadre de la porte. Je suis resté là sous le choc, cette immobilité qui est la réponse naturelle à l'irrationalité soudaine. J'ai entendu les pas de l'homme qui se précipitait à l'étage, cette course qui répondait au bruit que j'avais entendu, qui suggérait une urgence que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas entendre grand-chose d'autre, la porte épaisse qui bloquait les sons, alors j'ai marché vers ma voiture en essayant de processer ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que je savais sans pouvoir le formuler. Une fois que j'ai quitté leur driveway, j'ai conduit 1 minute sur la route, cette distance qui me semblait suffisante pour être en sécurité, puis je me suis arrêté sur le bas-côté. J'ai sorti mon téléphone, cette connexion au monde extérieur qui me rassurait, et j'ai appelé la police. Je ne savais pas exactement quoi dire, comment formuler ce qui n'était qu'intuition et fragments d'informations, alors je leur ai juste donné tout ce que j'avais, l'adresse, la description de l'homme, les bruits que j'avais entendus, la voix de la femme au téléphone. Je leur ai demandé de faire simplement une vérification, ce contrôle de bien-être qui semblait la requête minimale possible, laissé entre le rien et l'intervention complète.
Quand je suis retourné à Pizza Achuté, j'ai raconté à mes amis la situation inhabituelle. Cette histoire qui avait perdu son intensité dans la narration, qui devenait presque comique quand on la réduisait à ses éléments factuels. Ils ont pensé que c'était étrange aussi, cette validation qui ne me rassurait pas, mais aucun d'eux ne semblait vraiment inquiet. Cette absence de réaction qui me faisait douter de ma propre évaluation. Le reste de mon quart est passé vite. Cette accélération du temps qui accompagne les fins de soirée, et je suis rentré chez moi à 0h15. Cette heure qui semblait tardive mais normale. Mais pas longtemps après être arrivé, quand je commençais à me déshabiller pour dormir, j'ai reçu un appel. Ce n'était pas un numéro que je reconnaissais, mais j'ai décroché par habitude, cette obéissance au téléphone qui sonne qui ne me quitte jamais vraiment. C'était un officier, celui qui avait été envoyé pour la vérification de bien-être, cette procédure que j'avais demandée et dont je n'attendais plus vraiment de nouvelles. Seulement, il a dit qu'il n'y avait aucune femme du tout, cette affirmation qui contredisait tout ce que je savais, qui remettait en question ma perception de la réalité. Il a décrit l'homme, cette correspondance qui confirmait que j'étais bien allé à la bonne adresse, que je n'avais pas halluciné la rencontre. L'homme l'avait autorisé à entrer dans la maison, cette coopération qui semblait rassurante mais qui était en réalité terrifiante. Et l'officier n'avait jamais vu personne d'autre, cette absence qui était censée être une preuve de mon erreur mais qui me semblait être le contraire. L'homme avait dit qu'il vivait seul, cette déclaration qui fermait l'enquête et qu'il n'avait aucune idée de quelle femme je parlais, cette ignorance qui sonnait comme une menace déguisée. Je sais ce que j'ai entendu pourtant, cette certitude qui ne se laisse pas ébranler par les dénégations officielles. Quelqu'un d'autre était dans cette maison, et c'était définitivement une femme qui avait appelé pour passer la commande. Le fait que l'homme mentait à propos de choses dont j'étais sûr à 100% m'a rendu vraiment mal à l'aise, cette réalisation que la vérité était plus complexe que ce que la police avait accepté de voir. Le flic m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à moins que quelque chose d'autre ne survienne, cette impuissance bureaucratique qui me laissait avec mes questions et mes peurs. Cela fait longtemps que tout cela est arrivé, des années qui ont effacé les détails pour les autres, mais qui les ont cristallisés pour moi. Mais je pense encore à cette nuit, cette récurrence qui défie la thérapie et la rationalisation. Je pourrais exagérer tout cela, cette possibilité que je considère honnêtement, il y a une grande partie de moi qui cherche constamment des explications normales, des coïncidences qui expliqueraient tout. Mais il y a une autre partie, plus ancienne et plus persistante, qui ne croit pas à ces explications, qui sait que quelque chose de terrible se passait dans cette maison, que j'ai été témoin de quelque chose sans le comprendre, que j'ai peut-être manqué la seule occasion de sauver quelqu'un. Ce qui me hante le plus, ce qui me réveille parfois en pleine nuit avec le cœur battant et la gorge serrée, c'est l'image de cette lumière qui clignotait. L'officier a dit qu'il n'avait trouvé aucune ampoule défectueuse, que toutes les lumières fonctionnaient normalement, mais il a mentionné quelque chose en passant, cette information qui n'a peut-être pas réalisé être significative. Il y avait des traces de pas humides sur le sol de l'étage supérieur, des empreintes de pieds nus qui menaient de la chambre principale à l'escalier, comme si quelqu'un avait été traîné ou avait marché en hâte vers quelque chose, ou loin de quelque chose. Et puis il y avait la porte du sous-sol, cette porte verrouillée de l'extérieur, ce détail architectural qui n'avait pas attiré l'attention de l'officier mais qui me semblait maintenant essentiel. Une porte qui se verrouille de l'extérieur ne protège pas ceux qui sont à l'intérieur, elle les emprisonne. Elle les transforme en prisonniers, en otages, en victimes d'un contrôle qui ne devrait pas exister dans une maison normale. Je pense à cette femme qui a appelé, à sa voix qui tremblait, à sa question de savoir si elle allait bien. Et je me demande si elle est encore là, dans cette maison ou dans une autre, si elle a réussi à s'échapper ou si elle a été déplacée, silencieuse et invisible, vers un autre lieu où personne ne l'entendra appeler à l'aide. Je ne livre plus de pizza dans ce quartier, cet évitement qui est ma seule forme de protection. Je ne réponds plus aux commandes vers des adresses isolées après 21h, cette limite arbitraire qui est devenue une frontière sacrée. Et parfois, quand je passe devant cette maison, quand la route m'y emmène malgré moi, je regarde les fenêtres du 2e étage, cherchant un mouvement, un signe, une preuve que je n'ai pas tout imaginé. Mais les rideaux sont toujours fermés, la porte du garage toujours close, et l'homme, si c'est bien lui qui habite encore là, ne commande plus jamais de pizza. Ou peut-être qu'il commande sous un autre nom, avec une autre voix, et que quelque part, dans une autre maison de cette ville, un autre livreur entend des bruits à l'étage et se demande s'il devrait appeler la police, s'il devrait intervenir, s'il devrait devenir le témoin que je n'ai pas réussi à être.